Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculières peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 11 décembre de l'an de grâce 2020 pour la dernière édition de DBS Matin de la semaine. Comme en notre habitude, au cours de cette matinée encore, nous allons continuer à décrypter l'actualité, à décrypter l'information. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Otep à l'Afrique, Otep au monde. Bon réveil à toutes et à tous. Et c'est le vendredi, on va vous souhaiter bon début de week-end. Mais nos mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Manga Venasius, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. I like your sense of going back to history, you know. Oui, mais vous savez... These are people who we have lived with. They have at least touched our lives in one way or the other, and there is no way we can, you know, forget them. That's when you talk about somebody right from Form 2. You know, I remember how... Ça c'est la classe de 5e. Moi, je me rappelle encore de cette époque où, je ne veux pas faire la publicité, mais le CES de Nilon d'Okpassi, c'était le CES de Nilon d'Okpassi qui est devenu finalement le lycée de Dokpassi. À cette époque, lorsque nous sommes arrivés au BPC, il y avait plus de secondes. Il fallait justement quitter le CES pour aller ailleurs. When you say like that, remember those old days that we went to college, Steve? Oui. You remember when you go to college for the first time, you are timid, you are, you know, frightened by just the fact that you're already in the secondary school, and I think of those who, you know... On est les bleus en ce moment-là. I'm telling you, that was the first time we were wearing college uniform, going to school in trousers. C'est extraordinaire. And I'm thinking of those who marked that period too, like Sobe, Def Lev, Shad, Sidela Emmanuel, I'm thinking of Tane Wenzi, I'm thinking of Bame Emanuela, all these names, there are all names that we've been with after we separated. C'était la meilleure amitié à l'époque. Hein, I'm telling you, Steve, after we separated from around 98. L'amitié, la solidarité. I mean, c'était l'amour extraordinaire. I'm telling you, these are the nostalgic periods that we, you know, we still have them this time, and how we hope we could still make these friends. It has been long, but thank God we have these social networks that at least we can now talk with one another, although we are not meeting them physically. C'est pas seulement le social network, hein. Il faut préciser par ailleurs que j'ai été surpris ce matin que le premier coup de fil que j'ai eu de la journée, à partir d'ailleurs du numéro de téléphone de DBS Matin, of course, que ce soit mon camarade de classe. You see, that is exact. That is Steve. Une personne que je n'ai pas vue depuis très longtemps et qui m'appelle très tôt le matin à 6h, c'est extraordinaire. I think that makes you a day. Voilà, oui, mais ça me fait sourire ce matin. That is it. Ça me fait sourire parce que quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, bon, je vais dire également merci à tous vos camarades de classe, hein, Manga Venasius. That is it, Steve. Et aux camarades de classe de Jackson Jock ce matin, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite aussi pour saluer mes camarades de classe. Ceux qui, depuis la 5e, hein, 6e Depuis la 5e, 6e, depuis la 6e, c'est important. C'est important, très important. Vous vous rappelez que le chef de l'État gabonais, Paul Biya, il a reçu son instituteur. Oui, absolument, c'est très important. C'est un exemple. C'est très important. Je me rappelle de beaucoup de choses. Je me rappelle qu'on avait un professeur qu'on appelait Monsieur Atenketoa, qui enseigne aujourd'hui à l'université. Il se trouve que, comme il était dans la zone où il ne maîtrisait pas beaucoup, il y a quelque chose qu'on appelle en saison sèche le haricot vert. Le haricot vert, ça démange. Oui. Oui. Yes. Et il se trouve que les enfants lui avaient piégé, ils ont mis ça sur son bureau et puis c'était la catastrophe. Je peux imaginer. C'était très compliqué pour ce professeur. Et donc je me rappelle de tout ça et puis de mes camarades qui sont devenus grands. J'ai rencontré un même hier qui est devenu militaire. Oui. Et c'est important. C'est très important. Donc je pense que je les salue aussi ce matin. En tout cas, ce matin, on va dédier cette émission de DBS Matin à tous les camarades de classe de Bias Dalé. Il en connaît d'ailleurs, il est en train de sourire, il sourit énormément. À Jimdo Georgette qui s'est marié encore le week-end dernier. Il y a pas mal de personnes également, il faut le dire, hein, qui sont avec nous tous les matins. J'espère que vous allez bien ce matin. Je me porte très bien. C'est vrai que c'est vendredi. Quand c'est vendredi, tout le monde. Et sauf que vous avez les mains, vos bras, sur votre poitrine, on a l'impression que vous avez froid. Non, pas du tout. Simplement, c'est une position que j'ai adoptée.
adopté. Mais je profite aussi pour saluer justement les conseillers régionaux, parce que vous savez que c'est la vraie bataille qui commence avec justement ceux qui veulent contrôler la présidence justement du conseil régional. Oui. Absolument. Et ça commence déjà maintenant? Ça commence, oui. La bataille a déjà commencé. Ben, Mangue Venacius va commencer. Dans les starting blocks. Il va commencer à réfléchir maintenant. C'est là maintenant, vous allez voir ce qu'on appelle l'argent qui tourne à rond. Voilà, l'argent qui... I remember Jackson indicated last time that envelopes were changing hands for councillors to vote. Now envelopes will continue changing hands for elected regional delegates to continue, trying to see who will occupy the presidency of the two, the regional delegates and then the House of Chiefs, because that's where the war is also playing, Steve. Who would be the regional president? Who will be the president of the House of Chiefs? Et il faut justement 10 présidents du conseil régional dans les jours à venir. On espère tout simplement que la bataille ne sera pas aussi rude et que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Messieurs, nous sommes le vendredi et c'est le dernier jour de DBS Matin. J'espère que vous vous êtes relaxés parce que d'ici quelques heures, vous allez vous reposer. Oui, bien sûr. Steve, dernier jour de la semaine. Oui, dernier jour de la semaine. Oui, non, pas pour moi. Last day. Pas pour moi. Vous savez que mon dernier jour de la semaine, c'est dimanche. Yes, at least for DBS Matin. Oui. Yes, the last day moi, for je the ne me week. repose pas. C'est quand même bizarre. J'aurais tellement envie de me reposer aussi. That is work. Bon, je sais pas. You are saving Cameroonians. Il va falloir que je prenne, des congés, pas moi, 6 mois. C'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. Vous l'avez compris, c'est la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Mangue Venacius. Friday, the 11th of December 2020, and this is the last edition of Press Review for the week. And the Guardian Post newspaper, in one of their lead stories, writes in politics on page 3, in the northwest and southwest regions, CPDM to sanction councillors for boycotting regional elections. According to the paper, party hierarchy considers their absence at the poll to mean rejecting the special status granted the two English-speaking regions. Then still in the conflict-hit regions, the paper tells us on page 4 that over 1,000 teachers desert schools in the northwest and southwest regions. These teachers have been summoned to plead their case or face severe sanctions, and the paper says the summons was issued by the Secondary Education Minister Nalova Lionga Pauline. In Societal News, we read in today's edition that Works Minister lays foundation stone for 14 automated toll stations, as we read on page 4. Then in Cultural News, the paper informs us that tension mounts as Stormy Sonakam Elective General Assembly holds tomorrow, Saturday. The National Bilingual Daily Cameroon Tribune opens today's edition in sports on the preparations of 2021 African Championship competition, telling us that the rhythm is good. The remark was made yesterday by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, who visited some sites for the competitions in Yaoundé, inviting other actors involved in the preparation to double their effort so as to hand over the infrastructures on time. Then in politics on page 9, the paper says preparations are underway for elective sessions of regional councils, and the paper informs us that Decentralization and Local Development Minister yesterday chaired a video conference with all regional governors in view of the session as of right built for December 22nd, 2020 to constitute the management organs of the regional councils. Then in sports about local football champions, the paper talks of the unending wait as Divisions 1 and 2 clubs in Cameroon continue to wait for the kickoff of the competitions. Many of them have opted for test matches to keep fit, and the paper tells us that the cost of maintaining players in camp notwithstanding. Emergence newspaper in politics, after releasing Maurice Kamto from his house arrest, the paper looks at what future for his political fight, and the paper tells us that Kamto holds that the fight is not yet over. On pages 5 to 9, the paper takes the views of 10 experts. Then in sports, the paper informs us that the 42nd General Assembly of CAF holds
today. Mutation newspaper in education tells us that there are schools without teachers in the northwest and southwest regions, as more than 1,000 of them have been called at the Ministry of Secondary Education for abandoning their duty post. We take Le Jour newspaper today that is talking about toll gates along our highways, saying that more than 7 billion francs CFA embezzled every year. On page 7, the paper thinks that the construction of the first 14 automated toll gates will help to avoid the loss of over 50% of revenue to the state. Then Le Messager newspaper on their part looks at the Douala Central Market, telling us on page 4 that the publication of final results of the election of traders' representatives within the management of the market is at the center of a controversy, as traders are at the verge of a war. Then over in the northern regions of Cameroon, L'Oeil du Sahel in the far north region on page 3 looks at potential candidates for the regional council presidency. And still in Marwa, the paper informs us that the hemodialysis center will soon go operational in the Marwa Regional Hospital. Then on page 2, the paper tells us why the CPDM party lost the regional elections in Mayo Banyo. Out of Cameroon, in Nigeria, the Punch newspaper reports that there were strong indications on Thursday that the financial problems facing state governments had worsened, as many states had yet to start the payment of 30,000 naira minimum wage, 11 months after the deadline given by the Nigeria Labour Congress for the conclusion of negotiations. And the paper tells us that this foot dragging might not be unconnected with their dwindling finances, including federal allocations and internally generated revenue. South of the continent, the Sowetan Live newspaper in South Africa today looks at a woman who influenced decisions at the legendary soccer club Buccaneers, and the paper tells us that Morosi was the Iron Lady of the club over a decade before Margaret Thatcher occupied number 10 Downing Street in London. South Africa already had its own Iron Lady, and the Sowetan Live newspaper tells us that the title Morone Morosi earned during the rough and tumble years of what later became South African professional football was the Iron Lady. And the paper tells us that Morosi holds an unusual distinction as the only woman ever to have scored a goal for the mighty Orlando Pirates side. That was back in the 60s, when Diego Maradona's hand of God was still a remote possibility. East of Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe reports that women councillors across Zimbabwe are a minority in local authorities, and they have suggested to President Mnangagwa, who agreed to panel-beat democracy, that systems be put in place to ensure at least 30% of all local government councillors are women in Zimbabwe, as the Herald newspaper tells us. Then in Rwanda, the New Times newspaper says Rwanda and Finland are looking to stronger economic cooperations in the days ahead, as the two countries discussed what it would take to increase their economic ties, as foreign ministers of the two countries are meeting this week. And the paper tells us that the Finnish Vice Minister for Foreign Affairs is visiting Rwanda. Out of Africa, the Times newspaper says British Prime Minister Boris Johnson raises prospect of Australia option and says Brussels want the UK locked in its orbit, telling Britons to prepare for no deal. Then the National newspaper in Scotland, in an exclusive interview, takes the views of one of Scotland's greatest thinkers who makes a significant focus, saying the Union, and of course the European Union, will be over within 5 years. We end with the Moscow Times newspaper, Steve, in Russia, that informs us that the European Union leaders on Thursday extended punishing economic sanctions against Russia over the conflict in Ukraine for another 6 months, as EU spokesman said on Thursday. Steve, these are some of the information that we have for papers home and abroad.
this Friday morning. On va retenir la grande une de Guardian Post ce matin qui nous parle du nord-ouest et du sud-ouest et nous déclare haut et fort d'ailleurs ce matin que le RDPC veut sanctionner tous les conseillers municipaux qui ont boycotté, il faut le dire comme ça, l'élection régionale de dimanche dernier. C'est la grande information à la grande une de ce journal. Le temps pour nous de prendre les journaux et quotidiens dans la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin. Eh bien Steve, au cœur des sujets qui meublent l'actualité ce jour, il y a les commerçants du marché de Douala qui sont sur le pied de guerre, note le quotidien Le Messager. Le journal parle de la décision du 4 décembre 2020 portant publication des résultats définitifs de l'élection des représentants des commerçants au sein des comités de gestion des dits de marché au centre d'une controverse. À lire en page 3 du même journal, crise anglophone, le domicile d'un maire de Bamenda 2 en feu. Selon le journal, le deal de la ville payerait le lourd tribut du non-respect de l'appel au boycott des régionales lancé par les séparatistes, nous fait savoir le journal. Le quotidien Le Jour note que plus de 7 milliards de francs CFA sont détournés chaque année dans le péage routier. La construction de 14 premiers postes automatiques devrait permettre d'éviter la perte de 50% des recettes. Alimentation en eau potable du côté de Yaoundé, le directeur du projet viré est entendu par la police. Nous renseigne le journal et Singang à marge de l'installation de son successeur à la tête de Paesi. Dieudonné Mbala, qui a donc fait l'objet d'une audition par un groupe d'officiers de police judiciaire sous la houlette d'un commissaire divisionnaire, nous fait savoir le journal. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, le quotidien Mutation nous fait savoir que l'école est sans enseignants. Plus de 1000 professeurs convoqués au MINISEC pour abandon de poste. Le hebdomadaire Le Soir parle du premier congrès national sur l'incubation d'entreprises au Cameroun. L'on va vers la rationalisation de la démarche incubation. La cérémonie d'ouverture de la toute première assise du congrès national sur l'incubation d'entreprises nationales au Cameroun était présidée donc par Achille Basilikine III, ministre des PME, mobilisé mercredi dernier l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial camerounais. Question d'élaborer un modèle d'incubation de référence ici même au Cameroun. Concernant les préparatifs du CHAN 2021, le quotidien public Cameroun Tribune note que le rythme est bon. Constat dressé hier par le Premier ministre Joseph Diongouté qui visitait les sites de la compétition à Yaoundé et a invité les autres acteurs impliqués à doubler d'efforts et en vue de livrer les travaux dans les délais. Le quotidien Émergence qui s'interroge de quel avenir pour le combat politique de Maurice Kamto après la fin de la résilience surveillée. À peine libre, le président du MRC affirme que la bataille n'est pas terminée. Le hebdomadaire L'Œil du Sahel présente donc les 3 prétendants à la présidence du conseil régional de l'extrême nord. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre Mesures sanitaires, ça continue. Le conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au lendemain du réaménagement d'un gouvernement dont les membres se sont engagés à assumer pleinement leurs responsabilités avec exemplarité et probité, a notamment entériné le projet de loi portant prorogation des mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre le Covid-19. Au Congo, les dépêches de Brazzaville parlent des inondations au Nord Congo. Plus de 130 millions de francs CFA débloqués par les États-Unis. Le gouvernement américain a accordé via son ambassade au Congo une subvention de plus de 137 millions pour aider les victimes des inondations. À R2 Congo, le courrier de Kinshasa parle de la pression de mouvements spéculatifs sur la conjoncture économique. La deuxième évaluation du comité des conjonctures économiques élargie aux délégués de la Confédération des entreprises du Congo et de l'Association nationale des entreprises du portefeuille de l'État a constaté une stabilité générale du cadre macroéconomique en R2C. À RCA, le journal Corbeau News évoque Bambaré, les soldats FACA et les rebelles de l'UPC renforcent leur position. En tout cas, 48 heures après l'incident armé qui a coûté la vie à quelques rebelles de l'UPC à Bambaré, la tension reste vive dans la ville entre les soldats FACA, forces régulières, et les combattants rebelles de l'Unité pour la paix
en Centrafrique. Direction la France avec le journal Le Figaro qui note qu'après le confinement, la France sous couvre-feu. Cinéma, théâtre et musées fermés pendant 3 semaines de plus. Le couvre-feu strict dès le 15 décembre de 20h à 6h du matin, y compris le 31. Seul le réveillon de Noël sera préservé. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parle de droit télé avec justement le départ de Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1, semble inéluctable au bord de l'asphyxie. Le foot français espère maintenant trouver un accord avec Canal+ pour sortir de la crise. Au journal de dire, par ici la sortie Mediapro. Par ici la sortie justement de cette revue de presse, Steve. Le reste, c'est un kiosque où je vous marchand de journaux. Vous faites toujours bien de le rappeler tous les jours à nos téléspectateurs. Comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. La meilleure des choses à faire, donc, c'est de vous informer. Hier encore, je passais devant un kiosque. Je vais pas faire la publicité de l'entreprise, mais la remarque faite, c'est que la majeure partie des gens, ils regardent la une des journaux, ils pensent qu'ils ont vu toute l'information, alors que le meilleur est à l'intérieur même, dans les colonnes du journal. Vous pourrez justement avoir toute l'information. Donc, ouvrez justement les pages, achetez un journal à 400 francs. Sur le continent africain, ça va de 200 à 400 francs. Certains magazines coûtent 1500 francs, c'est par mois, puisqu'on parle bien sûr d'un magazine, c'est un mois. Donc, vous pourrez justement avoir, il faut le dire comme ça, un journal. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez le temps de vous informer. Messieurs, revenons également avec la grande de Guardian Post ce matin, qui a besoin de sanctionner les conseillers municipaux qui ont boycotté l'élection régionale de dimanche dernier. Steve, that's the information that the Guardian Post newspaper informs us this morning, and we've understood that there were some councillors who did not vote in the last Sunday's election. And according to the paper, the party hierarchy, remember it was only the CPDM party that had a list of this competition in the Northwest region, and in the Northwest and Southwest region, the party hierarchy interpreted their absence as another form of rejecting the special status offered the 2 English regions. And Steve, when we say rejecting the special status, I think we should find out why they did not vote. We remember that this council... Pour la sécurité. That's the point. La réponse est claire, non? That is the point. Remember, these councillors are located on far, in diverse councils. You take a division like Donga Mantum division, a councillor who is somewhere in Mesaje, who is somewhere in Ako, who is somewhere in, in Fumte. To have to leave from there. Jakiri, il faut pas oublier. No, Jakiri is closer to, Jakiri is open. Jakiri Kumbu is a matter of 10-20 minutes. Jakiri Kumbu. Jakiri Bamenda is 1 hour 30 minutes. So, and the roads is quite good. So there's nothing wrong with somebody living Jakiri. But I'm thinking of these remote areas where the route to the place is a hill. So if we have to consider, maybe we should not also take the other side. Maybe the party put the transportation disposition. Vous n'allez pas quand même dire que partout là-bas, dans le nord-ouest et le sud-ouest, même dans les villages les plus profonds, c'est l'enfer. Steve, we are not saying that it is that, but the problem is when we look at the distance between some subdivisions, they are quite far from the divisional headquarters. Because if we take, for example, like in Douala here, the elections for Vuri division took place here in the Vuri divisional capital, Douala. Which means in Bui division, the elections will also take place in Bui division. In Donga Mantum division, the elections will take place in Kambe. So leaving Fumte and coming up to Kambe is not that easy. Leaving Ako, coming up to Kambe is not that easy. It's not easy. Then we would understand that in most of the divisional headquarters, in most of the regional headquarters, the security situation is not as as serious as in the peripheries. So they could also consider that it was it was not possible for them to leave their subdivisions and come to the divisional headquarters for election. Remember, one councillor was shot dead in Bengwe because he voted. We don't know. The separatist fighters had called for a boycott of the election, and calling for a boycott means... Mais on va pas appeler ça le boycott. Quand même, vous devez comprendre également que c'est vrai, on parle de la discipline du parti, on parle de la discipline du RDPC, mais ils doivent pas également oublier que certains conseillers municipaux, ils ont besoin de préserver d'ailleurs leur vie. D'abord, c'est en première position. Ce n'est pas toujours parce que c'est vrai, on sait pertinemment qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont voté, parce qu'au départ, il y a 1063 conseillers municipaux. Yes, who were supposed to vote. Voilà. Yes. Il y a 1037 qui ont voté. Actually. Bon, c'est pas... You see that just about 30 candidates
Pas 30, je pense que 1063 et 37, ça fait à peu près 23 ou 26 personnes who did not vote. qui ont and then we have voté. to go to sanctioning them. Steve, I think that these are some of the actions that when the party takes, it was just like the disciplinary commission that happened in just after the municipal election. That is like, you know, tearing the CPDM apart. I think that when they take such actions, it is to tell them that you should value the party more than your life, which I don't think any normal reasoning. Oui, également, vous êtes d'accord avec ça, Jackson Jog, bon, cette discipline du parti, on parle bien sûr du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, de penser que les conseillers municipaux doivent plus aimer leur parti que leur propre vie. Non, il faut dire que tout ce qui compte n'est pas toujours compté. Et tout ce qui est compté n'est pas toujours ce qui compte. Il faut dire qu'il y a certaines choses qu'on doit balayer d'un revers de la main. Et il faut qu'à chaque moment de notre vie, qu'on essaye de voir présenter le contexte. Vous ne pouvez pas sanctionner des gens qui vivent dans ce contexte-là dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est vrai, on peut évoquer la discipline du parti, on peut évoquer un certain nombre de choses. Mais vraiment, il faut savoir, parce que ce que les gens oublient, c'est que... À cause de 26 personnes qui n'ont pas voté. Il ne faut pas oublier qu'il y a un conseiller qui a été justement tué le jour même de l'élection par les séparatistes. Et donc, on ne peut pas, dans ce contexte-là, dire si quelqu'un éprouve, a des appréhensions pour aller voter, on peut comprendre. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Je crois qu'il ne faut pas tout le temps. Le RDPC ne doit pas être un parti de répression. C'est-à-dire qu'à chaque coup, il faut sortir les textes du parti, dire comme si eux-mêmes, ceux qui dirigent, sont prêts à respecter les textes. Non, je pense que non. C'est pas comme ça. C'est pas le sujet du jour. Actually, Steve, but these are realities that we are facing. I think that when we live in Douala and Yaoundé, out of the crisis, we don't understand the magnitude of the crisis. It is a fact which government officials, you know, pretend not. I say pretend. Because they pretend not to understand is most of these municipal councillors, they run away from their villages, from their municipalities because of insecurity. You don't dare to sit in your village and say, I am a councillor. They will kill you. And when they kill you, it who suffers? Your family. Ça, c'est vrai. So I think that when we come to a situation like this, let us also look at the well-being of these councillors. It is just like the Minister of Secondary Education, who papers are telling us today that he has called for 1,000 teachers. It's true. 1,000 teachers have abandoned their post. Justement, restons justement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous en parlez d'ailleurs. Vous m'avez pris un peu au mot. D'ailleurs, c'est la grande une de mutation ce matin. L'école sans enseignants. Et actuellement, il y a 1000 enseignants qui sont convoqués au ministère de l'Éducation, enfin des enseignements secondaires, dès ce week-end d'ailleurs, parce qu'ils ont abandonné leur poste dans le nord-ouest et le sud-ouest. Steve, these are symptoms, these are signs to prove the insecure nature of these two regions, because these teachers cannot go to school. It is not because they don't want to teach. It is because the conditions that the separatists put on the field is, if we find you in school, il y a encore 48 heures, il y a un élève qui a été... Who was shot, actually. So, qui a été fusillé par les séparatistes, et d'ailleurs, jusqu'à preuve de contraire, son pronostic vital est engagé. Il a été d'ailleurs, il faut le dire comme ça, amené dans un hôpital plus performant que les hôpitaux du nord-ouest et du sud-ouest. On espère tout simplement que il pourra se relever. So when you put all this together, you see that it is not because these councillors, like we started saying, they wanted to boycott, or these teachers, they don't want to teach. It is not they don't want to teach. The problem is the security situation in these regions does not permit them. Not all teachers are teaching in Bamenda. Not all teachers are teaching in Boyale or Limbe. There are teachers who are teaching in some remote areas that when you cannot even attempt to go there. I want to challenge maybe the minister in charge of decentralization or the secretary general of the CPDM party. Go to most of these areas. Go to Widikum. Go to j'aimerais bien leur lancer d'ailleurs un défi ce matin. Bon, puisqu'ils ont tellement besoin de sanctionner leurs conseillers municipaux, ils ont besoin justement de demander à ces 1000 enseignants qui ont déserté d'ailleurs les salles de classe. Ils ont besoin de les sanctionner. J'aimerais leur demander d'aller faire un tour du côté du nord-ouest et du sud-ouest pendant au moins une semaine. Without police, without military officers. Without military officers. On verra bien because ce qui va se passer. These teachers do not have them, these councillors do not have them. So when they want to go to Boya, within town, Douala Boya is within town, you see them with well-armed military. When they want to go to Bamenda, they go in armored cars. Would they give armored cars to these councillors to be moving on? Would they give armored cars to these teachers to be moving on? C'est justement la grande interrogation, monsieur. Il se trouve qu'on peut comprendre la démarche de l'État, c'est-à-dire que ne pas créer un sentiment de peur. C'est compréhensible. Mais maintenant, ça doit
ça doit s'appuyer sur la sécurité. C'est-à-dire que les enseignants doivent être sécurisés, que ce soit à l'école, que ce soit même chez eux. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait des gens qui vont être sanctionnés. Il y a d'abord un conseil qui a été tué. Il y a un maire qu'on a incendié son domicile. En ce moment-là, qui est responsable de tout ça? Donc il faut aussi voir ce contexte-là et savoir que oui, l'État veut préserver ses territoires. L'État veut marquer sa présence dans ce territoire. L'État veut montrer qu'il est présent. Nous sommes d'accord, mais ceux qui sont là, les démembrements de l'État, doivent être sécurisés. On ne peut pas, tout le monde, c'est naturel. C'est naturel. On ne peut pas voir, justement, en face de vous, vous voyez la mort et puis vous restez là simplement parce que vous devez être là dans votre poste. Donc c'est très compliqué. Il faudrait que l'État mette en marche, justement, d'autres mécanismes pour essayer de sécuriser ceux qui sont de ce côté. Messieurs, pendant ce temps, on attend toujours, il faut le dire comme ça, les présidents des conseils régionaux. Et pendant ce temps, dans la capitale économique du Cameroun, précisément dans les marchés de Douala, les commerçants sont sur le pied des guerres. En tout cas, c'est ce que nous signale le quotidien Le Messager ce vendredi. Oui, absolument. Vous savez, c'est pas une bataille qui commence aujourd'hui. Oui. Toujours dans plusieurs marchés de la ville de Douala, que ce soit au marché Congo, au marché Ndokbassi, partout il y a toujours ces batailles. Marché Mopi, je crois que c'était l'année dernière, ça a défrayé la chronique avec justement la présidente, celle qui était là avec la présidente du syndicat. Ça allait dans tous les sens. Oui. Et donc, vous savez que les marchés drainent beaucoup d'argent. Et il y a donc certaines forces dans les marchés qui se rassemblent et puis qui veulent contrôler tout. Et tout cela en complicité avec justement le délégué, parce que le délégué, lui, contrôle certains marchés. Il n'y a plus de délégué. Oui, oui, je vais dire le maire. Je parle. Mais là, c'est le maire. Le super maire. Le super maire. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. S'ils sont devenus les super maires, bon, vous allez nous dire. Hein. Et donc, évidemment, en complicité donc avec ces gens. Et ça devient très compliqué. Même les marchés qui sont contrôlés par les communes d'arrondissement, c'est toujours très compliqué parce que ça draine beaucoup d'argent. Ça draine beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est souvent très compliqué. Et il faut mettre ces amis-là. Et ce sont les mamans qui souffrent. Ce sont les mamans qui souffrent. En réalité, c'est quoi? C'est le contrôle, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est de l'argent. C'est-à-dire que si c'est pour la commune d'arrondissement, le maire veut contrôler et en ce moment-là, il doit mettre les siens là pour contrôler cet argent. Si c'est le délégué qui contrôle, il doit mettre les siens au détriment, justement, parce que ça passe par une élection, au détriment, justement, de ce qu'on a voté. Et c'est ça qui crée tout ce qu'on voit là dans des marchés. Et donc, je vous assure que des endroits comme des marchés, il faut faire très pendant ce temps, messieurs, je vais poser une question et puis ça devient qui va paraître stupide entre le super maire de la ville, les maires des communes, oui, et sans oublier le président du conseil régional qui va finalement contrôler les marchés. Steve, last week we were talking about peace, working for peace. Il faut me répondre, arrêtez de tourner autour du pot. Steve, that's where I'm going to. Répondez-moi, je veux savoir, entre le super maire, les maires des communes et le président du conseil régional, qui va contrôler les marchés? Répondez à cette question. The answer was answering is just the idea of regional councils and their presidents and all this will plunge Cameroonians into, you know, more conflict than solving the situation. That is one of the areas. Je veux pas que vous tournez autour. That is one of the areas. Dites-moi tout simplement que c'est le conseil régional qui va contrôler les marchés. Because I don't have the competence that defines that these are the people. Bon, si le conseil régional va contrôler, c'est le conseil régional qui contrôle le marché. Okay, that's where vous devez le savoir désormais. C'est le conseil régional qui va contrôler les marchés. Je pensais que vous devez me répondre comme ça. N'allez pas autour du pot. Répondez-moi. C'est le conseil régional qui va contrôler le marché. C'est aussi simple que ça. Et en ce moment-là, ça signifie que c'est du pain béni pour eux, et pendant cela, c'est la malédiction pour... Steve, that's why we're saying that we are looking forward to another trouble period. Justement, là encore, on va commencer à connaître d'autres problèmes dans les jours à venir. Steve. Voilà pourquoi je pose la question. Et j'espère d'ailleurs faire un débat là-dessus dès la semaine prochaine. Oui, parce qu'il faut bien qu'on dise à chacun, voici this is your limit. This is where you are ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Parce que ces derniers temps-ci, j'ai rencontré pas mal de personnes d'ailleurs, et il y a déjà pas mal de colère et d'énervement en vue. Absolument. Donc, et ce problème a été posé lors de la session ordinaire en Douala 2e que j'ai participé aussi. Ce problème a été posé au préfet. Et le préfet a
donné une réponse. Là, il a dit il y aura une concertation, mais il a quand même donné une réponse. Il a dit, parce qu'il se trouve que Douala 2 veut contrôler le marché central. C'est toujours leur problème. Yes. Et le préfet a répondu que c'est pas Douala 2 qui a construit le marché central. Et donc, pour l'instant, Douala 2 ne doit pas d'abord, ça va se voir dans les prochains jours. Donc, c'est encore des choses. Mais les législateurs ont tout prévu. Même ça, mais il y a même certains qui pensent que ça va être très compliqué, les rapports entre le gouverneur et le président des régions. Or, il n'y a même pas de difficulté si tout le monde respecte les textes. Parce que le président de région, lui, il est là pour la décentralisation et lui, le gouverneur est là pour la déconcentration. Donc, il n'y a pas Finalement, il va falloir que quelqu'un disparaisse. Hein. Non, chacun a son... Puisque le gouverneur, lui, il est là. Le gouverneur, lui, il est là simplement là pour bien que quelqu'un disparaisse. Non, le gouverneur, lui, il est là pour marquer l'autorité. Ça ne peut pas créer. Si chacun respecte les textes, le gouverneur, lui, il est là pour le respect des textes. C'est-à-dire l'autorité, instaurer l'autorité de l'État. Or, il y a quelqu'un qui est là simplement pour implémenter la décentralisation. Donc, le pouvoir ne s'achoppe pas. Je ne comprends pas pourquoi. Il faut simplement que chacun respecte les textes. Mais une parcelle quand même de pouvoir va être diminuée. Et je vous dirais que je vous donne... vous savez, j'aime bien les défis. Je vous donne tous les défis ici. Vous vous rendez compte toujours que j'ai raison. Je vais vous donner un autre défi d'ici 2 mois. Vous allez comprendre? Je vous donne 60 jours. Lorsqu'on va installer justement les présidents des régions, lorsqu'ils vont vouloir faire le tour du propriétaire... J'aimerais bien savoir qui sera le chef de terre et qui ne l'est pas. Le chef de terre, ça reste le gouverneur. Calmez-vous. Le chef de terre, ça reste le gouverneur. Laissez-moi au moins terminer mon propos. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on nous fait croire que le gouverneur, le préfet, partout ils vont, des chefs de terre, c'est eux les chefs de terre. Absolument. Je vous rappelle maintenant que lorsque quelqu'un devient président d'une région, le mec, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs, et mais il a des pouvoirs extraordinaires. Même sur les écoles. La moindre petite école primaire, il a le pouvoir là-dessus. Et en ce moment-là, je me pose la question, à quoi nous servent les délégués régionaux des enseignements secondaires, de l'éducation de base, et tout ce qui va avec. Vous m'avez dit, non, c'est pour la concentration. C'est ça? Oui. C'est le thème que vous utilisez? Oui, absolument. Steve, en tout cas, j'attends en tout cas le tour du propriétaire d'ici 60 jours. Steve, je peux vous assurer... Je serai dans la caravane. J'irai et je viendrai avec des images. Steve, that's why I said Cameroonians in the days ahead will be confronted by some kind of conflict between in the management of our cities. But then, Steve, we are talking about how they would function. I happen to have to cover the last Sunday's regional election in Littoral Vuri here, and what when we asked one of the mayors of the Douala of Vuri division, we asked him how they intend to work with future regional delegates, and you discover from the answer that the mayor gave, he was not convinced with what he was saying, because according to him, he said he would prefer to look at working in collaboration with these regional delegates, regional president, rather than having some conflict with them. But from the way he was talking, you really see this kind of fear, this kind of uncertainty, in his words. Messieurs, terminons. Il ne faut pas également oublier que le maire de Ndiobé-Pédia, que nous aimons d'ailleurs très bien, Paul-Éric King, a eu des problèmes déjà avec le préfet, le sous-préfet, parce qu'il voulait justement montrer son autorité et dire que bon, voici mon travail. Là encore, c'est des gros problèmes. Mais maintenant, on parle bien sûr du début de la décentralisation. Maintenant, lorsqu'on va finir avec la décentralisation, on parlera de régionalisation. J'espère que je n'aurai pas tous les problèmes du monde entier. Il y aura des problèmes, certes. Vous êtes sûr? Parce qu'il y aura des problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui vont gérer. Et les hommes ont souvent du mal à s'entendre sur le respect des textes. Parce que justement, sur le respect des textes, c'est là le problème. Il y a même ceux qui ne comprennent pas les textes. Il y a ceux qui ne comprennent même pas l'esprit des textes. Il y a tout ça. Mais il faut rappeler, comme je l'ai dit, il faut savoir que c'est toujours le gouverneur qui est le patron de la région. Pourquoi? Parce que la loi dit même que le président de la République peut révoquer un président du conseil régional. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne respectez pas la légalité, on peut vous révoquer. Et donc, celui qui fait le rapport, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le gouverneur. Merci beaucoup. Il faut savoir que c'est le patron. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Je vais vous souhaiter de passer un bon week-end.
Merci. Bon week-end également à vous. Thank you, Steve. Le thème que nous avons choisi pour le débat, dans un instant d'ailleurs, mes invités sont là. Comment faire des PME le moteur de l'indépendance économique de l'Afrique? Cas du Cameroun, c'est notre grande interrogation. Dans un instant, ce sera justement le débat. Le thème du débat de ce vendredi 11 décembre de l'an de grâce 2020. Comment faire des PME le moteur de l'indépendance économique de l'Afrique? Cas du Cameroun, c'est notre grande interrogation d'ailleurs de ce vendredi. Mes invités sont là ce matin. Eric Pepabikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à nos milliers de téléspectateurs, bonjour à mes co-panélistes que vous aurez l'opportunité de présenter tout à l'heure. Un coup de gueule. Vous également, vous avez des coups de gueule? Non, j'ai pris l'habitude d'un aîné qui est des coups de gueule. Pourquoi ne pas prendre la bonne habitude? D'accord. Allez-y. Ça concerne notamment un groupe d'artistes ivoiriens, Siro et Yodé. Il faut le dénoncer pour le regretter. Il ne faut pas oublier que ces artistes, depuis les années 2000, se sont toujours positionnés comme étant les partisans de la politique, de la vision de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une surprise aujourd'hui que Siro ou Yodé réclame à corps et à cri le retour à la maison de celui qu'on appelle affectueusement Kudo Laurent Gbagbo. Ils ont tenu un concert il y a 2 semaines dans un quartier populaire d'Abidjan, je pense que c'est du Pogon. Et ils ont été incarcérés, du moins arrêtés et mis sous mandat de dépôt par l'administration publique de M. Ouattara, par l'entremise du procureur d'Abidjan. Et ils ont été sommés de payer une amende de 5 millions de francs CFA. Cela témoigne un peu du caractère dictatorial que vit la Côte d'Ivoire. Vraiment que ces artistes puissent être libérés, mais davantage que leurs compères de cette région-là puissent se mobiliser pour leur mise en liberté. Merci beaucoup. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Mistangos. J'ai très heureux d'être là avec vous ce matin. Heureux également de vous avoir sur notre plateau ce matin. Je vous en prie. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, José Langos, je salue mes co-panélistes, je salue particulièrement Dr Yamin Timba que je n'ai pas vu depuis belle lurette dans le cadre de cette tribune matinale. Je suis là pourtant. Voilà, quand vous êtes là, moi je ne suis pas. Je salue toute l'équipe technique de la matinale de DBS, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde, je salue particulièrement tous les fan clubs. C'est ces fan clubs justement qui nous encouragent au quotidien, qui commencent justement à rejoindre, n'est-ce pas, nos rangs, les rangs de l'engagement. Mon coup de gueule ce matin m'inspire quelque chose que j'ai vu hier. Et c'est un questionnement en fait. Est-ce que la fameuse couverture santé universelle va régler le problème d'accès aux soins de santé par les couches les plus démunies? Hier, j'étais dans une formation hospitalière. J'ai été un peu, j'allais dire, outré de voir un indigent qui s'amène et il a une facture et qui n'était pas assez exorbitante, c'était 10 000 francs je crois par là. Et dans ses poches, il n'avait que 2 000 francs CFA. Et il demandait justement au directeur de cette institution hospitalière de l'exonérer, n'est-ce pas, de cette facture. Malheureusement, ce directeur était embarrassé parce que justement, vous savez, pour la prise en charge des malades, il y a des choses, il y a des médicaments qui sont achetés. Maintenant, le problème c'est qu'il n'y a pas une ligne budgétaire ou une rubrique qui permet justement la prise en charge de cette catégorie de personnes. Alors, est-ce que la couverture santé universelle va régler cette question? Ça, c'est important. C'est une question qui mérite d'être posée parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes n'ont pas véritablement accès aux soins de santé efficients parce qu'ils n'ont pas de moyens. Messieurs, vous êtes là ce matin en attendant notre 4e invité. Thème choisi, comment faire des PME le moteur de l'indépendance économique de l'Afrique. Cas du Cameroun. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat.
Nous allons faire un clin d'œil à Solange Morel et les galeries Morel à Etoameki à Yaoundé, bien sûr la grande dame pour ce débat. Comment faire des PME le moteur de l'indépendance économique de l'Afrique? Cas du Cameroun, c'est notre grande interrogation. Il est temps de faire du développement des PME africaines la priorité numéro 1 des chefs d'État et surtout des institutions financières internationales sur le continent. L'émergence des PME demeure la condition sine qua non pour assurer un emploi aux 450 millions d'Africains qui arriveront sur le marché du travail dans les prochaines années. Ça, il faut le dire également. Depuis l'indépendance de certains pays africains, eh bien, on va dire que l'Afrique vit sous le règne du tout-puissant et sacro-saint développement. En son nom et son autel, beaucoup de valeurs et de victimes ont été immolées. Sous le règne de l'idéologie du développement, c'est le sacre d'une nouvelle espèce, celle des développeurs. C'est-à-dire, il faut le dire comme ça, cette puissante confrérie qui regroupe les experts étrangers et leurs apprentis sorciers africains qui, il faut le dire comme ça, ont importé et imposé en Afrique l'idéologie du développement. Les experts et théoriciens étrangers ont conçu l'appareil et les cadres politiques africains l'ont rafistolé. Selon eux, l'économie africaine se trouve caractérisée par l'existence de deux secteurs, le secteur traditionnel et le secteur moderne ou économie de marché dominé par les types d'échanges et les modes de production occidentaux. La nature féodale aujourd'hui de nos sociétés sur le continent africain, selon cette hypothèse, constitue une des explications majeures du sous-développement de nos États depuis l'indépendance dans les années 1960. Le développement aujourd'hui exige comme préalable d'éliminer les réticences et résistances de notre culture à la modernisation. Toujours selon cette optique, toutes les sociétés vont nécessairement imiter le modèle occidental de développement. C'est une question de temps. Et pourvu que les dirigeants africains acceptent certaines recettes et qu'ils soient techniquement encadrés et assistés, ils peuvent réussir à moderniser, il faut le dire comme ça, entendez développer leur société. Car pour nos sociétés africaines, le salut et la chance de survie se trouvent dans l'imitation de la seule voie occidentale de développement, même si quelque part, certains experts déclarent haut et fort qu'il ne faut pas justement faire le copier-coller de l'Occident. Enfin, estiment certains experts en développement, les besoins d'une modernisation sont tels aujourd'hui qu'aucun pays ne peut s'aventurer à se développer par ses seuls moyens. L'aide étrangère, en particulier sous forme de capitaux associés à l'assistance technique de toutes sortes, est une condition sine qua non du développement africain. C'est ce qu'on nous a fait croire. D'ailleurs, au cours de cette semaine, nous en avons parlé de cette aide africaine qui, pour nous, n'est pas du tout une aide. Comment donc les pays africains vont se développer? Eh bien, c'est notre grande interrogation. Eh bien, depuis l'indépendance, toujours, les décisions des gouvernements africains en matière de développement ont reposé sur certains fondements. Elles ne reposent sur aucun fondement élaboré par des sociologues dont les théories sont conçues à partir des données sociologiques puisées dans le terroir africain. Autre chose, l'absence d'une théorie du développement qui établit, il faut le dire comme ça, clairement le fonctionnement des économies nationales explique en partie l'inconséquence et la faiblesse des décisions gouvernementales en Afrique. Pourquoi une telle théorie est-elle ou alors reste-t-elle informulée? Nous allons continuer à nous interroger. Comment donc faire pour que les PME deviennent aujourd'hui le moteur de développement sur le continent africain? Eh bien, il y a un expert sur ce plateau, c'est le docteur Yambitima, docteur en économie. On va en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, docteur Yambitima? Est-ce que moi je suis expert? Je ne sais pas. Je suis seulement un type qui regarde son pays, qui regarde le monde, qui essaie de comprendre l'histoire, comment les autres se sont développés et qui pense que on a raté le fondement de l'économie. On a fait de l'économie aujourd'hui quelque chose qui est réduit au calcul et tout ça, alors que c'est pas ça de l'économie. C'est comme si vous avez réduit les mathématiques au calcul. Les mathématiques, c'est pas les calculs. Le calcul, c'est une partie. Si vous voulez, c'est une partie des mathématiques, mais c'est pas ça les mathématiques. C'est pas uniquement ça les mathématiques. L'économie, c'est pas que de la finance. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, les gens ont très souvent l'impression les PME, sur le plan financier, ça ne représente pas quelque chose. Mais je vais vous dire je vais commencer par une phrase qui va peut-être vous choquer. Pour que nos pays se développent,
Et la bonne façon de faire de nos PME les moteurs de notre développement, la base, le principe de base, ce sur quoi tout cela doit reposer, c'est le réarmement culturel. Vous allez me dire, mais attendez, qu'est-ce que la culture vient chercher là? Mais la culture est au cœur de toutes ces choses-là. Parce qu'une entreprise, c'est quoi? Mais une entreprise, c'est tout simplement un regroupement de personnes qui utilisent un certain nombre de moyens de production pour satisfaire des besoins. Oui. Des besoins de qui? Mais de l'environnement dans lequel ils sont institués, ils sont installés. Le problème, c'est que ici chez nous, on a dit aux gens que pour qu'un pays s'enrichisse, il faut que ce pays-là exporte. Donc, vous créez vos entreprises pour satisfaire les besoins des gens que vous ne connaissez pas. C'est d'abord pour ça qu'une entreprise est créée. Pas du tout. L'entreprise est créée pour satisfaire le besoin qui est là, devant soi. Et, deuxième chose, une entreprise, c'est pas quelque chose qui doit être créé avec les moyens des autres. C'est d'abord avec vos moyens. Donc, nous sommes 4 sur ce plateau, on décide de créer une entreprise, on commence par là, avant d'aller chercher les moyens des autres. Et les besoins qu'il faut satisfaire, ce sont nos besoins d'abord. On ne va pas dire, nous sommes à Douala, bon, nous on va vouloir satisfaire les besoins de quelqu'un qui est à Minsk, ou à Vladivostok, ou quelqu'un qui est là-bas au Chili. Non, c'est d'abord nos besoins ici. Et c'est ça la PME. Et quand vous regardez l'histoire récente des révolutions d'industrie, qu'on appelait révolution industrielle, enfin, si on veut bien, vous constaterez que toutes les entreprises qui ont été créées, telles que ça s'est développé depuis l'Angleterre, la première révolution industrielle, ça a toujours été des PME, des petites et moyennes entreprises, qui ont commencé par satisfaire les besoins de leur environnement immédiat. C'est un système de cercles qui sont concentriques, donc progressivement, on élargit le cercle, le marché. Oh, donc, même quand les États investissent, c'est ça, à ça qu'il faut donner la priorité. Parce que le développement économique, ce n'est pas les éléphants blancs qu'on a voulu construire, ce n'est pas les très grandes entreprises. C'est pour cette raison que vous vous demandez toujours, mais pourquoi nous avons un certain nombre de grandes entreprises, mais notre PIB n'évolue pas vraiment? Parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée qui est injectée dans l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée créée. Oui. Si vous prenez la plupart des entreprises qui sont ici, il n'y a pas de valeur ajoutée dans l'entreprise. Si vous êtes là, vous importez du blé, vous n'avez aucune valeur ajoutée pour notre pays. Si vous êtes là, vous prenez par exemple les entreprises de télécommunications qui sont ici, il n'y a aucune valeur ajoutée dans notre pays, malheureusement. Par contre, je vous prends 2 exemples dans 2 secteurs d'activité. Si vous décidez de vous assurer que c'est les PME que vous allez mettre au centre de votre économie pour pouvoir la porter, c'est-à-dire que vous allez faire porter votre économie par vos propres citoyens. C'est ça que ça veut dire, faire des PME le moteur du développement. Donc vous faites porter votre économie par vos propres citoyens. Je vous prends 2 ou 3 exemples. Premier exemple, vous allez voir que dans un secteur comme celui des boissons, vous n'allez pas réprimer les gens qui produisent de l'odontol. Parce que le monsieur qui a un petit alambic à Nanga et Boko ou à Dimako ou quelque part ailleurs dans le pays, c'est ça qu'on appelle une PME. Vous croyez que la PME c'est quoi? La PME c'est pas le gars qui se balade en costume cravate, non. Le gars qui produit ce que vous appelez odontol, c'est-à-dire de l'alcool comestible, quelque part dans les brousses là, c'est ça la petite entreprise. C'est ça qui peut devenir la moyenne entreprise. Et c'est ça qui peut devenir la grosse entreprise européenne ou américaine qu'on appelle Guinness, que vous respectez beaucoup ici. Mais quand vous allez dans leur propre pays et vous regardez comment ça a évolué, vous vous rendrez bien compte que c'était de petites, on appelle ça des distilleries familiales. C'est la même chose que le gars qui est là, il fait à Dimako. Mais vous venez, vous le tapez, vous le mettez en prison. Comment vous allez développer votre pays? Alors que ce gars-là, vous n'imaginez pas ce qu'il représente. Il représente des siècles de réflexion scientifique et technique, des siècles de recherche et de développement. Vous prenez ces siècles de recherche et de développement, vous les mettez en prison. Et vous allez prendre ce qui vient de chez les autres. Vous tuez simplement votre économie, mais c'est ça la PME. La PME, ce n'est pas l'affaire qui vient d'ailleurs. Pour que le gars qui vous vend le whisky ici, vienne vous vendre le whisky ici, il a d'abord satisfait son quartier, son village, la petite ville dans laquelle il vit, la commune dans laquelle il vit, le pays dans lequel il vit, avant de sortir. Il n'est pas sorti le premier jour. Il n'est pas devenu une grande entreprise le premier jour. C'est ça. Je prends un deuxième secteur. Les femmes qui nous font les habits, là. Oui. Les couturières, les tailleurs, tout ça.
Mais chaque couturier là, chaque petit atelier là, mais c'est ça la petite entreprise. Quoi que la petite entreprise, la PME, c'est quoi? Vous croyez que quand quand vous prenez les grandes marques de vêtements, tous ces gens qui importent, qui inondent notre marché de vêtements de mauvaise qualité, vous croyez que ça a commencé comment? Ils ont donc, c'est d'abord une question d'adressage, de comment on adresse un marché, comment on cherche à satisfaire les besoins de notre pays. Donc, à partir de là, le petit atelier de couturier qui est là, vous vous assurez que ce petit atelier soit pris, soit soutenu par l'État, que son marché soit protégé, et à partir de là, vous en faites le moteur de développement de notre pays. Si aujourd'hui, on dit à tout le monde, écoutez, les petits ateliers de confection qu'il y a dans nos villes, on les organise, on les encadre, on les structure et on protège leur marché. Vous limitez les importations de friperies, vous limitez les importations de vêtements de très mauvaise qualité. Vous êtes en train de protéger leur marché. C'est comme ça que vous allez faire de ces gens-là la puissante industrie textile du Cameroun dans 20 ans. Mais vous n'allez jamais créé une puissante industrie textile si vous ne protégez pas. C'est ça qu'on appelle la PME, l'atelier là. Et je termine par quelque chose, le troisième exemple que je vous donne, c'est, vous voyez les restaurants. Vous avez dans nos quartiers ce qu'on appelle les tournes d'eau. Et tout le monde s'en moque, tout le monde, ah ouais, ils mangent au bord de la route. Mais c'est ça la petite entreprise. Vous croyez que la petite entreprise, c'est quoi? C'est ça la petite entreprise. Parce que la dame qui a le tourne d'eau, qui est venue s'installer là où il y avait un chantier d'immeuble, ou un chantier de pont, vous voyez comment ça se crée. Oui. Mais c'est une capacité d'initiative que j'admire énormément. Et très souvent, je viens demander aux dames là, madame, vous avez fait comment? Parce que les choses que cette dame vous dit, vous venez là avec tous vos gros diplômes, vous n'êtes pas capable. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de théoriser ce qu'elle vous raconte. Mais si vous voyez l'ingéniosité que cette femme met à organiser son affaire, mais vous êtes bluffé. Vous dites, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et pourquoi l'État du Cameroun ne soutient pas ça? Parce que c'est ça la petite entreprise. Et dès que vous avez soutenu le petit restaurant que vous appelez le tourne d'eau, vous l'avez encadré, vous avez protégé son marché. Vous vous êtes assuré que l'autre petite entreprise qui travaille en relation avec ce tourne d'eau, à savoir la personne qui produit les ignames, la personne qui produit les mingondo, la personne qui élève le poisson, vous avez encadré ces réseaux-là. Vous voyez que vous développez votre pays. Parce qu'en réalité, au fond, l'économie, c'est quoi? Mais l'économie, ce n'est pas ce que les gens vous racontent là. Ils font les gros chiffres, ils font les gros calculs, ils font les PIB montés, descendus, ils font les grosses statistiques. Ils vous fatiguent tout le temps avec les taux d'exécution, 90%, 100%. Non. L'économie, c'est comment trouver la meilleure façon de produire et la meilleure façon de distribuer. Point. Il n'y a pas 1000 choses. Allez dans tous les livres d'économie, c'est de ça qu'on parle. Mais les gens vont venir vous fatiguer avec beaucoup de gros chiffres. Donc, pour faire de nos PME les moteurs de notre croissance, il faut les structurer de telle manière que ces PME satisfassent de telle manière que les besoins de nos populations soient satisfaits prioritairement par les efforts de ces mêmes populations qui vont donc mettre en place des petites PME et donc vous protégez donc ces PME dans leur développement et en mettant en place maintenant des programmes gouvernementaux de financement, de formation, de gestion des normes, de gestion de procédures, de soutien à la fiscalité, etc. C'est ça qui va permettre que la PME, la petite agence conseil en communication, la start-up qui est là, vous voyez que nous sommes un pays bizarre où les start-up ne se développent pas parce qu'il n'y a pas ces programmes gouvernementaux qui sont censés soutenir d'abord ces gens-là. On aura toujours dit qu'il y a les problèmes de francs CFA, etc. Mais il y a quand même quelques milliards qui sont là qui auraient pu soutenir ces gens. Et quand vous regardez le budget de l'État de 2021-2023, vous constatez qu'il n'y a pas un fort soutien à la PME, alors que quand vous prenez un pays comme le Japon, vous aurez toujours des grands groupes dont on vous parle. Mais personne ne vous dit que derrière de grands groupes qui fabriquent par exemple des automobiles, vous avez des centaines de milliers de PME qui fabriquent des petites pièces qui sont très spécialisées. Et c'est ça qui permet à ces pays d'engranger une expertise technique et scientifique progressive. Le fameux théorème de Umyobe, évolution progressive, que les Japonais ont repris à travers le Kaizen, qui permet donc une évolution progressive qui aujourd'hui les situe à la pointe. Très souvent, la haute technologie n'est que de l'artisanat.
On vous comprend parfaitement, Dr Yamben Timba. Merci pour cette première prise de parole. Éric Pépin-Bika, et on a suivi d'ailleurs le Dr Yamben Timba. Pour lui, jusqu'à preuve de contraire, il faut toujours soutenir les plus petits. Ce sont les plus petits, justement, qui font grandir tout l'État. Au-delà de la définition de la notion d'économie du Dr Yam, c'est-à-dire production et consommation, répartition. Ok, répartition des richesses autant pour moi. Il faut aussi dire que la PME a ceci de particulier, c'est qu'elle est une source importante de création d'emplois. Et parfois, un outil de sédentarisation des personnes, les évitant de pouvoir se migrer à travers le territoire ou à travers le monde dans l'optique de rechercher un emploi décent mieux rémunéré. Dans le contexte du Cameroun, par exemple, on a des chiffres qui parlent pour l'importance qu'on doit accorder à cette type d'entreprise dans l'outil de production. On a à peu près 14 229 PME créées, soit à peu près 54% d'emplois. Et la contribution des PME dans l'économie camerounaise avoisine des 30%. En termes de PIB. Donc, ça veut donc dire que l'importance de ce type de structure dans les économies, aussi notamment les économies extraverties comme les nôtres, n'est plus à démontrer. Maintenant, tout est fonction de ce que nous voulons, pour faire simple. Parce que le docteur Yambla l'a si brillamment démontré tout à l'heure, la grosse technologie dont on parle est une émanation d'abord de la petite technologie. Parce que dans le concept des PME, il y a à peu près 3 concepts qui englobent la notion de PME. Il y a ce qu'on appelle les très petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises familiales, tout ça. On a ce qu'on appelle les petites entreprises et on a ce qu'on appelle les moyennes entreprises. C'est toutes ces composantes-là qui forment ce qu'on appelle les PME en termes de catégorisation. Donc, maintenant, le site de production aussi peut indiquer la catégorisation de l'entreprise. Certainement, quand on produit à la maison, on peut être dans ce qu'on appelle la catégorie de la très petite entreprise, parce que forcément, la main-d'œuvre est purement familiale. Ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint. Quand on est dans la petite entreprise, ça peut être une corporation de personnes qui se mettent ensemble. Et quand on est dans les moyennes entreprises, ça veut dire que dans le fonctionnement de la petite entreprise, on a ouvert la porte à l'actionnariat. Et cet actionnariat, forcément, ne tient plus compte du lignage familial ou alors du lignage communautaire. Ça peut être d'autres amis qui sont intéressés par le développement de cette petite et moyenne entreprise. Donc, dans notre contexte, pour revenir, il faut dire que le Cameroun y a accordé un intérêt. Mais on reste dubitatif sur les résultats parce que on a créé un ministère en charge de l'économie sociale et de l'artisanat. C'est-à-dire c'est un ministère structure de concentré l'État qui s'occupe de manière générale des questions de développement des petites et moyennes entreprises. À côté de ça, il y a eu ce qu'on appelle une banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, dont le rôle justement est de soutenir la PME au niveau local. Est-ce qu'elle fonctionne d'ailleurs même je ne sais pas, je reste sur les outils mis à disposition de l'économie camerounaise dans l'optique pour que elle puisse... Alors, je poserai la question tout à l'heure à Bélan. Dans l'optique que ce secteur d'activité puisse se développer. Et mais puis, il y a ce qu'on appelle... il y a une structure qu'on a mise sur pied pour la mise à niveau des entreprises camerounaises, notamment des petites et moyennes entreprises dans le cadre des accords ACP. Gaspillage. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble d'outils qui ont été mis à ce moment en exergue dans l'optique d'encadrer la petite et moyenne entreprise. Mais paradoxe, c'est que la dette intérieure du Cameroun repose justement sur le fait que l'État ne paye pas les factures de cette petite et moyenne entreprise. Bon, en fait, quand on essaie d'un peu de citer tous ces outils de développement de la petite et moyenne entreprise, et on te dit que la commande publique également repose prioritairement sur la petite et moyenne entreprise et que ces factures ne sont régulièrement pas payées, étant donné qu'elle n'a pas propension, elle n'a pas pour option à se protéger, à s'extérioriser dans l'optique d'aller chercher les parts de marché à l'intérieur. Elle est petite et moyenne entreprise, elle a pour priorité de se développer à l'intérieur d'un espace qui peut être un espace régional ou un espace national. Donc, elle doit s'appuyer prioritairement sur les outils de productivité et sur la richesse disponible dans l'optique de s'expandre, de se développer. Mais le moteur qui encadre, l'outil qui encadre ce développement-là est l'État,
à travers la commande publique dans l'ensemble de l'exécution de ces travaux. Mais on te dit aussi que, selon les chiffres, c'est pas nous qui disons ça, que le même État ne paye pas régulièrement ses factures à cette petite et moyenne entreprise. Ça pousse donc le JICA m'a dit que la plupart des petites et moyennes entreprises ont une durée de vie qui ne dépasse pas 10 ans. Parce qu'en réalité, au-delà de la fonction de l'économie... C'est évident que ces PME ne sont pas soutenues par l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui parlent à la défaveur de cette vision de l'État de pouvoir développer la petite et moyenne entreprise au travers des outils que je viens de signer. Parce que c'est assez rare. Même dans les plus grandes économies, la petite et moyenne entreprise est imbriquée dans l'économie de manière générale. Mais on a une spécialisation de ce secteur à travers une structure dont le rôle est d'encadrer, de développer ce secteur qui est un secteur névralgique dans le développement de l'économie camerounaise. Donc, pour dire que c'est une grosse contradiction dans notre contexte à nous, et on gagnerait davantage à outiller ces secteurs. Parce que le docteur Yamba a dit tout à l'heure, la petite et moyenne entreprise repose sur la capacité de produire, de distribuer, donc de créer les richesses. Donc, ça évite donc que, ça fait en sorte que les citoyens sont permanemment en activité dans l'optique de résoudre un certain nombre de problèmes, et notamment les problèmes d'environnement, et de créer la plus-value. Tout à l'heure, il disait que les grosses entreprises n'ont pas une plus-value dans le secteur, c'est-à-dire ils ne réversent pas forcément ce qu'ils gagnent dans le secteur économique. Il ne faut pas oublier que dans ce plateau, on a fait un gros débat sur les entreprises camerounaises qui sont déficitaires, mais où on croyait qu'elles devaient forcément gagner de l'argent. Dans le secteur, par exemple, des PME, selon les statistiques que j'ai eu accès, les PME contribuent à hauteur de 14%. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une plus-value de 14% dans l'économie camerounaise. Pourquoi donc faire des efforts pour tuer ce secteur d'activité? C'est justement la grande interrogation. Pourquoi faire tous les efforts pour tuer ce secteur d'activité? Albert Anatola, ici, pourtant, il y a une banque des PME qui avait été créée pour essayer de soutenir justement ces petites et moyennes entreprises qui, il faut le préciser par ailleurs, ont, il faut le dire comme ça, 14% sur le budget de l'État. Mais on a l'impression aujourd'hui, je ne sais pas si cette banque existe encore, ou alors si l'État ne soutient plus justement ces PME. Oui, permettez-moi d'abord de faire une légère digression par rapport à certains arguments qui ont été évoqués ici respectivement par Dr Yam et Pépin Bikaï. Dans la nomenclature, n'est-ce pas, des entreprises, il ne faut pas oublier les entreprises individuelles également. Maintenant, il faut dire que l'échec, il faut ainsi dire, des entreprises, des petites et moyennes entreprises au Cameroun est également dû à la mauvaise qualité de la ressource humaine. C'est faut le dire. Parce que très souvent, déjà, le problème part de la mauvaise structuration d'abord de ces entreprises. Maintenant, cette structuration a un impact au niveau même de l'occupation de l'espace, c'est-à-dire du marché, c'est-à-dire de la cible. Oui. Parce que très souvent, quelquefois, c'est par un abus de langage que nous appelons PME une entreprise, par exemple, qui importe les véhicules de seconde main, c'est-à-dire la poubelle des autres qui est vendue chez nous. On appelle cela un petit et moyen entreprise. Non. Moi, je voudrais rester dans le couloir qu'a choisi Dr Yam tout à l'heure, c'est-à-dire une entreprise qui prend en compte les éléments endogènes. Je prends un cas simple, par exemple, vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans la production et la transformation du manioc. Eh bien, voilà donc un couloir. Mais sauf que, je connais un cas du côté, je crois, du sud. Vous avez l'épouse d'un membre du gouvernement, en fonction, qui a mis sur pied une entreprise justement de production et de transformation du manioc. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec du manioc. Oui. Mais à un moment donné, elle a été confrontée à une difficulté. C'est-à-dire que la demande est forte, mais l'offre est insignifiante. Quelquefois même, elle a soutenu justement les cultivatrices, si vous voulez ainsi, en préfinançant leur activité, mais la récolte n'était pas satisfaisante. Alors de ce point de vue, qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense qu'il y a d'abord cela. La seconde chose, c'est qu'avant de revenir à votre question, la seconde chose, c'est que paradoxalement, les entreprises qui devaient être soutenues par l'État subissent une pression fiscale extraordinaire. Oui. Justement, parce que c'est ça qu'il s'agit.
Et ces entreprises, malheureusement, mettent justement la clé sur l'opération. Ça rejoint dans ce que disait tantôt Erim Pepe Bikaï, parlant justement du rapport du GICAM qui indique que les PME camerounaises ont une espérance de vie de 10 ans maximum. Justement parce qu'il y a la pression fiscale et il y a une mauvaise, il y a une main-d'œuvre, une ressource humaine qui n'est pas assez bien formée, de mauvaise qualité. La plupart de ces entreprises, très souvent, lorsque vous allez à la réception, si vous entendez, si la réceptionniste, bien le réceptionniste parle bassa, ça veut dire que tout le monde est bassa. Ça veut dire que voilà donc une structuration qui ne prend pas en compte les compétences. Or, une entreprise qui justement a vocation à progresser, à prospérer, doit prendre en compte les éléments objectifs et non subjectifs qui reposent sur... On commence toujours quelque part, non? Avant de grandir. Non, je veux dire, justement, pour commencer quelque part, c'est pas dans la famille que vous devez aller chercher la ressource humaine. Pourtant, certaines grandes entreprises ont commencé justement dans la famille. Non, je veux dire que dans la famille, vous pouvez chercher des compétences. Certaines compétences. Mais sauf que dans la famille, justement, vous avez quelqu'un qui n'a aucune compétence, aucune expertise dans votre domaine de compétences. Vous le cherchez parce que vous le prenez parce qu'il faut l'occuper. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont les initiatives qui tuent justement les entreprises. Pour revenir à votre question, la banque de PME, elle existe. Mais elle fonctionne. Elle fonctionne. Mais vraiment, elle fonctionne. Elle fonctionne. Elle fonctionne. Mais sauf que là-dedans, maintenant, il faut donc entrer dans le fonctionnement. Qui a déjà eu justement le soutien de la banque de PME? J'y arrive. La banque de PME existe, elle est opérationnelle, elle fonctionne. Mais sauf qu'il faut donc entrer dans la gestion, dans le fonctionnement interne de cette banque de PME. Il s'agit de quoi? Vous avez donc justement des crédits de financement qui sont attribués, j'ai envie de dire, aux faciès. C'est-à-dire qu'il faut être le fils de, l'ami de, pour que vous puissiez bénéficier. Mais finalement, ça ne soutient pas donc le pauvre cultivateur qui se trouve... précise. Allez-y. C'est-à-dire que, par rapport, vous m'avez posé une question relative à la fonctionnalité de cette banque. Elle est fonctionnelle. Elle donne des crédits, si vous voulez, ainsi. Mais sauf que son fonctionnement repose sur des bases également subjectives. Quelquefois également, lorsque les projets qui sont présentés à cette banque ne sont pas très soutenables, eh bien vous ne pouvez pas bénéficier d'un crédit de financement. C'est donc celle-là la plus grande faiblesse. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est quoi? C'est que à un moment donné, à un moment donné de l'économie camerounaise, je parle de la fameuse crise des subprimes il y a quelques années. Je voudrais vous dire que ce sont les PME qui ont soutenu l'économie camerounaise. Absolument. Sinon, le Cameroun aurait eu un choc économique pas possible. Tout à fait. Ce sont les PME qui ont sauvé la mise à l'économie camerounaise. Donc c'est donc paradoxal qu'aujourd'hui, vous avez donc justement ce problème-là. La dernière chose que l'État devrait faire, au-delà justement d'appuyer ces entreprises-là par des financements, ces entreprises, contrairement à ce que l'État fait pour les multinationales, elles bénéficient des allègements fiscaux et d'autres avantages de la même veine. Au Cameroun, les entreprises camerounaises subissent, comme je l'ai dit tantôt, les pressions fiscales. Il y a donc un gros problème. Un très très gros problème. La seconde chose que l'État devrait faire, je suis désolé de le dire, c'est d'appliquer la politique du protectionnisme. Ça c'est important parce que là tout à l'heure, il en parlait justement des éléments culturels qui doivent être pris en compte dans l'économie. Oui. Ce qui renvoie donc à dire qu'on doit pouvoir imposer à ces entreprises de produire ce que nous pouvons consommer. Localement, ce que nous devons consommer. Parce que, écoutez, lorsque vous allez, par exemple, dans une grande surface, vous achetez l'eau de viande. Ça veut dire que vous financez l'économie française. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que quand vous apportez dans une grande surface, vous achetez l'eau de viande plutôt que l'eau, c'est pas vital, c'est pas une eau qui est produite localement. Ça veut dire que vous financez l'économie française. Il faut donc justement déjà sensibiliser, éduquer les Camerounais à consommer camerounais. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Docteur Yamtiba, jusqu'à preuve de contraire, il y a également un autre problème. C'est que jusqu'à preuve de contraire d'ailleurs, Albert Anatola ici nous a donné d'ailleurs c'est un secret de polichinelle. On veut financer une PME, on regarde au faciès, on passe la majeure partie du temps à déclarer au fort c'est le fils de qui, c'est le fils de ma, je ne sais pas moi comment on va faire ça. Finalement, à un moment donné, est-ce que cette façon de faire ne va pas justement tuer ces PME? D'ailleurs, vous l'avez dit, une PME a une durée de vie de 10 ans. Bon, alors, il faut expliquer très bien pourquoi nos PME ont une durée de vie de 10 ans. Et ça nous permettra de mieux répondre à votre question. Oui. Nous sommes dans un contexte de répression
inflationniste. C'est-à-dire que, je commence par là, du fait, à cause de ce que nous n'avons pas de monnaie, et que nous sommes obligés de nous aligner sur les critères de convergence de l'Union européenne dans la zone euro, oui, il y a une répression sur le crédit qui fait que l'accès au financement est limité. Et partout où l'accès à une ressource est limité, cela crée mécaniquement, je dis bien mécaniquement, le fait que finalement il y a des préférences qui s'installent. Donc, il y a très peu de crédits disponibles et il y a donc, les gens finissent par créer, il y a des critères qui sont mis en place et parmi ces critères, il y a finalement le libre arbitre des gens, leur conscience qui les guide vers à faire certains choix. Évidemment, je fais là de l'analyse pure. Je ne donne du crédit à personne. Je dis simplement que c'est ce qu'on constate dans un environnement de rareté. Alors que il y a cela qui fait problème au niveau des banques, l'État apporte une mauvaise solution. La mauvaise solution que l'État apporte est de créer des guichets partout gérés par des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas vocation à gérer l'argent. C'est pas leur boulot. On a 1000 guichets de soutien aux PME qui sont gérés par des fonctionnaires. Vous avez eu les rapports. PIA ci, PIA machin, PIA gauche, PIA droite, PIA vert, avant, derrière. Vous connaissez les rapports de tous ces guichets-là. Voilà pourquoi on dit toujours que dans le dispositif financier de soutien aux entreprises de manière générale au Cameroun, il manque quelque chose, 2 ou 3 choses importantes. Il faut une banque de développement, il faut un fonds d'investissement public, il faut des choses comme ça. Vous avez la SNI qui s'adresse essentiellement, qui gère essentiellement le portefeuille de l'État et qui gère qui discute avec de très grandes entreprises, essentiellement des multinationales, c'est compréhensible. Mais vous devriez avoir un autre guichet, un autre acteur qui devait s'occuper spécifiquement des PME. Vous créez une banque des PME, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est pas celle-là, parce que vous aurez dû remarquer quand même au cours des 20 dernières années que le secteur des microfinances a financé énormément les PME. Oui. Donc, pourquoi vous allez créer une banque des PME? Si vous aviez retenu le projet de 1998 que soumettait le professeur Thérèse, qui était doyen de la faculté des sciences économiques de gestion appliquée de l'université de Douala, c'était différent. C'est une approche différente. C'est parce qu'on n'a pas la banque des PME qu'on a créée là. C'était son projet, c'était une banque qui aurait des guichets PME et banque agricole. Alors, l'idée, c'est quoi? Après, on peut la revoir ou on peut revoir certains parmi nous qui ont discuté avec elle à l'époque. On sait ce qu'elle voulait faire. Et ce n'était pas la bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, la banque des PME, au fond, à leur décharge, est coincée dans l'environnement bancaire camerounais et est obligée de fonctionner au même standard que toutes les autres banques commerciales. Pourquoi vous voulez qu'elle fonctionne autrement alors qu'elle est une banque qui doit respecter les mêmes normes que les autres, telles que ces normes sont édictées par la COBAC? Il ne faut pas du tout demander parfois à nos propres compatriotes plus qu'ils ne peuvent en faire. Et j'attire l'attention des Camerounais là-dessus. Nous devons à chaque fois nous assurer, nous demander, dans le contexte dans lequel se trouvent nos compatriotes, est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Quand il s'agit de... Là, on est dans les niveaux subsidiaires, c'est-à-dire une simple banque. Le ministre peut penser autrement. Lui, il peut avoir des leviers, mais un directeur général de banque, il est soumis à des contraintes auxquelles il ne peut pas déroger vraiment. Mais ça n'exclut pas qu'il faut quand même bien gérer cette banque. Parce que je n'ai pas le sentiment que cette banque fait tous les profits ou atteint les espoirs que nous avons placés en elle. Mais donnons-lui le temps. Ce que je vais dire, c'est que nous sommes dans une économie un peu bizarre, dans laquelle, Anatole ici, je n'ai pas prononcé le mot, mais lui, il l'a prononcé, protectionnisme. Je suis désolé, mais quand vous prenez tous les grands pays du monde, tous ces pays-là protègent ils protègent les activités de leurs PME. Chaque fois que vous regardez les télévisions européennes, chaque fois qu'ils font la publicité de tout ce qui est agroalimentaire, technologie, qu'est-ce que vous voyez? Produit où? Ils insistent que c'est produit chez eux. Ils insistent pour vous dire que c'est produit chez eux. Ils ne s'adressent pas à nous, ils s'adressent à leur public pour leur dire que non, vous devez consommer les choses de chez nous. Mais malheureusement, quand on regarde justement ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain, précisément au Cameroun, le Made in Cameroun est mis carrément à l'écart. Pendant ce temps, on prend les produits qui viennent de l'extérieur. Parce que l'État n'a aucune vision de comment ils vont organiser le Made in Cameroun. Il n'y a pas de vision industrielle au Cameroun. Il n'y a pas une vraie vision économique. Chaque fois que vous écoutez Je vous prends un exemple simple. On vient de dire que les péages, là, ça va coûter combien? C'est près de 37 milliards, 38 milliards. Localisé où? Le siège du ministère de la Direction générale des impôts, c'est combien? Ça, j'en sais rien. Pas loin de 30 milliards, je crois 23 ou 24 milliards. Vous avez l'impression que l'État met de l'argent dans des choses assez incroyables. C'est-à-dire que vous ne voyez aucune production. Depuis 10 ans, citez-moi l'usine que l'État du Cameroun a créée. Rien. Aucune. Citez-moi le champ, le ranch, la ferme,
que l'État du Cameroun a créée. Et qui fonctionne normalement. Citez-moi une seule. Il n'y a pas. Donc on ne produit pas. Vous avez un État qui ne produit pas. Un État où, je ne sais pas qui a dit aux fonctionnaires que l'État est seulement là pour consommer. L'État ne produit pas. Comment vous pouvez être dans un pays dans lequel vous achetez les voitures chaque année pour 30 milliards en moyenne et vous ne produisez même pas les boulons, même pas les vis? Ou vous êtes dans un pays... Or, la production des boulons de voitures, des vis de voitures, mais c'est ça que les PME font au Japon. Vous croyez que c'est les grosses entreprises multinationales qui fabriquent des... Je mets de l'eau dans votre vin, docteur Yam. C'est-à-dire que au moins l'entretien, c'est-à-dire l'entretien même de ces véhicules, c'est-à-dire très souvent, quand ça tombe en panne, on met au garage, et puis on va encore, ou bien on renvoie ça chez le concessionnaire, qui prend encore beaucoup d'argent pour la réparer ces voitures. Donc, vous avez là en réalité, c'est une question de vision. Chunjang Premier en parlait déjà dans son livre Monnaie, Servitude et Liberté. Je n'ose pas remonter plus loin chez les Osende Afana. Vous avez une vision économique. Il y a une absence de vraie vision de développement de notre pays. Et surtout lorsque vous êtes gouverné par des termes tels que lutte contre la pauvreté. Mais on ne lutte pas contre la pauvreté. La pauvreté n'est pas un bandit contre lequel on va lutter. C'est pas un bandit. Vous luttez contre les bandits, vous luttez contre la pauvreté. Pourquoi? Vous développez le pays. Parce que quand vous développez le pays, la pauvreté s'enfuit. Vous n'en parlez même pas. Donc le problème de fond, relativement à la question que vous me posez, c'est que l'État, et c'est là où je rappelais le terme, j'ai dit des choses, mais Anatole ici les a résumés. Le protectionnisme. Les autres, vous voyez comment ils font du protectionnisme à la télé tous les jours. Et on appelle ça les barrières non tarifaires. En réalité, vous faites un réarmement culturel vous organisez le réarmement culturel de votre pays et qui ramène donc les gens à manger à consommer ce qu'ils ont toujours consommé traditionnellement. Oui. Par exemple, vous pouvez décider que dans vos pays, la norme alimentaire, c'est qu'on doit manger les maniocs, les macabos, les taros, les ignames, les plantains. C'est ça la norme, hein? Donc vous dites non, le matin, pour que les enfants chez nous, à cause du fait qu'on est en zone équatoriale, à cause du fait qu'il y a beaucoup d'humidité, qu'ils soient forts, il faut que entre Kousseri et Kiyosi, voici ce qu'on doit manger. Ceux qui sont dans les savanes là-bas, non, il faut que ce soit à base de mil, à base de sorgho. Parce que vous voyez, traditionnellement, c'est ça qu'on mange. Donc tout ce qui va se manger régulièrement, ça va être ça. Et ceux qui sont dans les zones comme Douala, Yaoundé, non, il faut qu'ils mangent les macabos, les taros, ceux qui sont à l'ouest, ils vont manger les haricots, les machins. Vous créez ces normes-là, et c'est ces normes alimentaires qui font que tout ce qui est produit comme nourriture, c'est à base de cela. Vous voyez comment on organise les PME. C'est-à-dire que vous créez un réseau national de PME, qui est donc tel que, pour que tout ce qui est agroalimentaire, le fameux Made in Cameroun, est fait à base de. Donc vous n'aurez que du pain à base d'igname ici. Parce qu'on va dire non, le blé là, il y a des manques. Parce qu'en plus, le blé n'est pas forcément bon. En plus, celui que nous mangeons ici est de mauvaise qualité. Quand vous dites mauvaise qualité, vous êtes gentil. C'est du blé réservé pour l'alimentation du bétail. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, vous faites ces normes-là. Oui. Dès que vous avez fait ces normes, vous dites, OK, on va structurer nos PME. Vous devez protéger votre économie. Vous allez structurer vos PME en disant, OK, les petits producteurs de tomates, est-ce que la tomate rentre dans nos aliments? Vous connaissez beaucoup de plats camerounais qu'on prépare de la tomate? Pas beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on défend une affaire comme ça? Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui mangent du haricot. Et il y a des noms. Citez-moi comment on appelle tomate dans votre langue. Il n'y en a pas. À partir du moment où on ne sait pas nommer une chose, ça veut dire qu'on n'en consommait pas traditionnellement. Donc cette histoire ne doit pas être une polémique. Cacao. On dit ça comment dans votre langue? Café, on dit comment ça dans votre langue? Vous n'avez pas de mots, ça veut dire que ça n'existait pas. Donc les 60 milliards qu'on va donner pour soutenir le cacao et le café, on ne les donne plus. On les prend, on les investit dans le manioc. Vous avez un mot pour dire manioc, non? Oui. Vous avez un mot ici pour dire igname, non? Vous savez comment on dit le taro dans votre langue, non? Donc les 60 milliards là, vous les investissez dans le manioc. Je vous rappelle qu'un hectare de manioc, peut vous rapporter entre 20 et 60 tonnes. Et si vous vendez 1 kilo de manioc à 200 francs, ça vous fait combien? C'est beaucoup plus que ce que vous rapporte un hectare de cacao ou un hectare de café. En fait, personne ne consomme même ces choses ici. Et vous êtes là, vous investissez 60 milliards chaque année là-dedans. Donc, vous devez prendre ça. Si vous mettez ça dans les ignames, un hectare d'igname, ça vous fait 30 tonnes. Et si vous vendez 200 francs le kilo, ça vous rapporte combien?
Donc, vous n'avez pas à vous mettre dans des choses, dans des contraintes qui ne vous aident pas. Mais c'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. Hein. C'est-à-dire que vous produisez pour les autres. Et donc, les entreprises, parce que quand on dit PME là, les gens pensent que le champ de la grand-mère au village, mais c'est ça qu'on appelle une entreprise. Vous croyez qu'une entreprise c'est quoi? C'est celui qui a les papiers, machin et tout ça là. La maman qui travaille au village, le papa qui travaille au village qui produit de haricots à Fongo Tongo, celui qui produit le mil à Kousseri et celui qui produit le manioc là-bas à Yokadouma. Vous croyez que c'est quoi? Mais c'est ça qu'on appelle la PME. Vous voyez donc que dans le discours public, ce n'est pas comme ça c'est pas ça qu'on appelle la PME. Dans le discours public de l'État du Cameroun, ce n'est pas ça qu'on appelle la PME. Or, justement, quand les autres parlent de leur terroir, quand ils parlent des terroirs chez eux, des appellations d'origine contrôlée, de quoi parlent-ils? Mais c'est de ça qu'ils parlent, c'est ça les vraies entreprises. Parce que c'est ça qui nourrit vos villes. Sauf que l'État du Cameroun ne pense pas comme ça. L'État du Cameroun est dans des fumisteries. Dans le rêve? Non, le rêve, c'est même quelque chose que vous estimez que ça va se réaliser. C'est des fumisteries qui ne permettent pas de structurer et de développer ce pays. Monsieur, la maman qui a un champ de 5000 m² au village, même si c'est 1000 m², c'est ça l'entreprise. C'est ça la petite entreprise. Et c'est elle que vous devez soutenir parce que c'est de là que nous vient la nourriture. Le monsieur qui est au village là-bas, qui entretient les fusils du chef, de la garde du chef, quelque part là-bas, à Banjoun ou à Banjoun ou je sais pas moi, à Tibati. C'est ça la petite entreprise et c'est la base de l'industrie d'armement de notre pays. C'est lui que vous devez soutenir. Le monsieur qui est à Dimako, qui fait ce que vous appelez au Dontol, c'est la base, c'est la petite distillerie, si vous lui donnez les moyens. Ce monsieur-là va pouvoir construire une super distillerie. La jeune dame qui est là-bas à Ezeka, qui produit le vin rouge à base de plantain, mais c'est ça la petite entreprise aussi. L'État du Cameroun prend ce que les FMI lui dit, la Banque mondiale ou l'Union européenne, ou ce que les universités nous racontent en disant que c'est ça qu'on appelle PME, et oublie que, attention, vous avez dans PME, vous avez là, il a cité très petite entreprise, etc. Mais vous avez là dans le mot entreprise, vous avez donc le verbe entreprendre. Le type qui va au champ tous les matins, c'est pas de l'entreprise. Il entreprend toujours. Alors, mais pourquoi vous ne considérez pas ça comme une entreprise? C'est ça, la vraie vision de l'économie. Et dès que vous partez de là, vous voyez que vous commencez à protéger toutes les activités de votre pays. Et vous allez donc protéger les gens qui produisent le macabo. Vous allez protéger les gens qui cousent les habits. Vous allez protéger le cordonnier. Vous croyez que les chaussures de marque que vous portez là, vous croyez qu'on les fabrique comment? Avant-hier, je suis allé voir un cordonnier qui me fabrique les chaussures depuis que je suis étudiant. Ça fait 25 ans qu'il me fabrique mes chaussures. Je suis allé le voir pour lui dire, il faut me fabriquer encore une chaussure. Et il s'arrête, il dit, il y avait un vieux monsieur qui était là, qui dit, mais c'est quand même curieux. Vous êtes jeune, vous venez là, vous voulez... Ici, là, nous, on pense que c'est seulement pour... Non, le monsieur lui dit, il fabrique les chaussures chez moi depuis plus de 20 ans. Il était encore tout petit comme ça. Un petit gars comme ça, là. Il venait d'entrer à l'université. Et ce papa commence à me demander pourquoi. Je lui dis parce que, en lui commandant les chaussures, ça lui permet de développer son expertise. Et vous voyez que j'insiste sur les finitions, les machins et tout ça. C'est comme ça que les autres commencent. C'est toutes ces grandes choses, ces grandes marques qui vendent les chaussures. C'est comme ça qu'elles commencent par des petites unités. Vous avez un pays de 40 millions d'habitants qui n'a aucune entreprise qui produit les chaussures. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer une chose pareille? Si chacun achète une paire de chaussures par an, ça fait 80 millions de paires de chaussures. Vous voulez dire que le pays ici ne peut pas produire des chaussures? Mais c'est ça les PME, et c'est ça qui contrôle la puissance des autres pays. Donc, à partir de là, il faut d'abord qu'on s'entende sur ce qu'on appelle l'entreprise. Mais c'est ça l'entreprise. La femme qui se lève le matin, va au champ. Ça, c'est une entreprise. Donc, il faut soutenir, l'encadrer, lui montrer comment travailler et s'assurer que son champ-là est rentable et lui permet de nourrir sa famille. Le monsieur qui est au village, là, qui a ses 10 chèvres, ses 10 moutons, c'est ça une entreprise. Mais l'entreprise, ce n'est pas seulement la grande ferme qui a 2000 ou 10 000 têtes de bœuf. C'est le monsieur qui a 10 vaches, qui a une vache, celui qui a 10 chèvres, 3 moutons, celui qui a 20 cabris, canards chez lui. C'est ça l'entreprise. Si vous protégez cette PME-là, vous allez en faire le moteur de notre développement. Pourquoi? Parce que si vous protégez le gars qui a 10 poulets chez lui, vous assurez la ration carnée, c'est-à-dire que l'apport en chair, en viande d'une zone. Parce que le monsieur va d'abord satisfaire son quartier ou son village. Vous leur assurez donc l'apport en viande, en protéines.
Et ensuite, donc, vous allez, le monsieur qui a les poulets, là, les 10 poulets, là, il faut bien qu'il nourrisse les poulets. Dans le village, il y a certainement quelqu'un qui a un champ de maïs. Vous vous assurez que le champ de maïs, là, soit rentable parce qu'il faut que les poulets fonctionnent. Les poulets aient de quoi manger. Oui. Et ensuite, il va y avoir un type, là, lui, son travail, c'est vendre les poulets. Vous vous assurez que ce type-là puisse vendre les poulets, qu'il n'y ait pas des vieilles pondeuses de 4 ans, que vous ne pouvez même plus mâcher, qui viennent envahir le marché. Voilà comment vous protégez, vous faites de la petite entreprise, vous faites de la moyenne entreprise le moteur de votre économie. Quand vous avez les grandes campagnes publicitaires, mais vous n'allez pas les confier à des étrangers. Vous les confiez aux petits cabinets conseils qui sont dans votre pays. Parce que le jour où ces petits cabinets conseils vont se frotter à des budgets de 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, vous allez relever l'expertise, le niveau d'expertise de votre pays. Et c'est ça qui manque. Dans une, je vais chuter par quelque chose. Dans un média concurrent, quelqu'un me disait l'autre jour, oui, mais l'industrialisation. Je lui ai dit, le problème, c'est que moi, je ne sais pas à quoi sert le ministère de l'Industrie au Cameroun. D'abord, les PME qui peuvent faire de notre moteur de développement de l'économie, c'est d'abord les PME de production. Les PME, pour l'essentiel, meurent plus souvent à 10 ans. Pourquoi? Parce que concentrés dans les services, en tout cas ce qu'on appelle PME, parce que le GICAM, lui, va appeler PME les gens qui leur font les livraisons ou les gens qui sont membres de leur affaire. Mais est-ce que la maman qui a le champ de 1000 mètres carrés là-bas va être membre du GICAM un jour? Jamais. Donc, ils considèrent, ils sont dans leur regroupement et c'est de ça qu'ils parlent. Or, ce n'est pas ça le Cameroun. Pas du tout. Ce n'est qu'une... Le GICAM, c'est 0,25% des entreprises du Cameroun. Il y a près de 250 000 entreprises officielles au Cameroun. Mais quand vous regardez ce pays, et on vous dit tous les jours que 80% des Camerounais sont des paysans. Mais ça veut dire que sur 25 millions d'habitants, on a 20 millions de vraies entreprises, celles-là. Parce que c'est elles qui nous font nourrir, puisque c'est les paysans qui nous nourrissent. Donc on a tous ces gars qui font la pêche. Les gars qui font la pêche ici, à Deido, là. Vous avez entendu qu'on les a protégés? Mais c'est ça les entreprises. Vous croyez que les entreprises, c'est quoi? Ce n'est pas seulement à l'UQAM et Codco et tout ça. C'est ça les entreprises. Et on ne les protège pas. Mais si vous protégez ces gens-là, par exemple, la pêche, j'avais fait une proposition à ça à un ancien délégué du gouvernement ici, mais le type, il n'a même pas cru que c'était important. Je lui avais dit, mais au lieu de donner 500 millions aux enfants, là, toutes les vacances, vous leur donnez 50 000, ils sont stagiaires. Ils font rien. Les routes sont toujours aussi sales. Ils ne foutent rien. Vous leur donnez 50 000, vous prenez un budget de 500 millions. Mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Prenez les mêmes 500 000. Vous leur donnez 50 000 au gars, il va acheter une paire de tennis, il va prendre sa petite amie, ils vont aller prendre une glace, c'est fini. Prenez les mêmes 500 millions. Allez à Youpoué. Construisez une chaîne de froid. Vous allez donc acheter un certain nombre de pirogues à moteur. Mettez mettez une chaîne qui permette que les gens fassent la pêche, qu'ils aient une chaîne de froid. Vous recrutez des gens qui travaillent là. Ces messieurs ont des salaires. Ils vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Et demain, comme ils travaillent et que les enfants verront dans quoi ils travaillent, ça va nous permettre, ça va susciter des vocations d'ingénieurs, de managers, de juristes spécialisés dans ce domaine. Et ensuite, donc, voilà comment vous allez soutenir toute une chaîne d'activités, les pêcheurs de Youpoué. Mais ces gens-là, c'est ça les entreprises. Le problème au Cameroun, c'est que quand on parle des entreprises, en réalité, nous ne parlons que de ce qui intéresse le FMI, la Banque mondiale et le système franc CFA, à savoir les gratte-papiers. Messieurs, plus que 12 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Eric Pépin Mikaï, pendant ce temps sur le continent africain, on mange ce qu'on ne produit pas, on produit ce qu'on ne mange pas. C'est bizarre quand même. Et pendant ce temps, on ne soutient pas ce qu'on consomme tous les jours que Dieu crée. Oui, mais le docteur en parlait tout à l'heure du réarmement moral. Culturel, mais ça passe aussi par la moralité. Dans le réarmement, c'est un élément. Oui. Voilà, c'est un élément chapeau. C'est un élément très important parce qu'il ne faut pas oublier que la colonisation aussi est passée par là. On a un peu déplacé les paradigmes vers l'autre côté. Il est important maintenant de les changer. Parce que dans le cadre du Cameroun... Allons-y rapidement, hein. Voilà. Autant pour moi de lire les messages, allons-y. Dans le cadre du Cameroun, on prend par exemple un problème, du moins un élément, le riz. On va se rendre compte, par exemple, il y a 3 bassins de production du riz identifiés au Cameroun. Avec maintenant la sémence améliorée, on est capable de produire le riz, même dans son verger à l'intérieur de la maison. Mais les bassins potentiels de production du riz au Cameroun sont là. Ces bassins, à eux seuls, produisent à peu près 125 000 tonnes. Je suis modeste dans les chiffres. Mais l'importation du riz au Cameroun avoisine les 1 million de tonnes par an. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus préférable pour le consommateur camerounais de consommer le riz thaïlandais, c'est-à-dire le riz destiné à l'alimentation du bétail, que d'encourager la consommation du riz local. Il ne faut pas oublier que
ce riz produit localement a tous les éléments nutritifs permettant de pouvoir apporter les calories à la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fait qu'on consomme toujours ce qui vient ailleurs a un impact sur la qualité des citoyens que nous avons. On a même nous qui sommes dans la formation des enfants d'un certain âge, mais qui présentent un poids. Parce que justement... Un surpoids? Non, même pas un surpoids, mais quand tu vois le gars, parce qu'à l'époque, quand on avait ce même âge, on était quand même des gars qui avaient un certain gabarit. Parce qu'en réalité, on mangeait prioritairement du macabo, du manioc. Donc ça laissait forcément des traces de développement dans notre organisme. Mais aujourd'hui, dans les grandes agglomérations, les enfants ont une alimentation calquée sur prioritairement du riz importé. Ça veut dire qu'on a des enfants qui se nourrissent, mais en réalité, à l'intérieur d'eux, ils sont vides. Ils sont tellement légers que on se pose des questions sur les éléments nutritifs qui diminuent rapidement. Donc, pour dire quoi? Nous importons, nous consommons ce que nous importons, nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est une donnée également qui émane de la colonisation. On a comme l'impression qu'il faut alimenter toujours les marchés extérieurs, du moins, il faut importer des marchés intérieurs pour alimenter les marchés extérieurs. Mais tout ça passe également par l'importance qu'on donne aux PME, mais surtout la définition qu'on fait des PME. Parce que si on reste sur le modèle caricatural des institutions de Bretton Woods, on a tout fait faux. Il faudrait qu'on réintègre que les PME sont d'abord une affaire environnementale. Et puis pire, il faut encadrer ces PME. Parce qu'ailleurs, les PME ont des sites de production. Parce qu'au Cameroun, on a prévu bien évidemment des zones industrielles. Donc l'objectif est de localiser les grandes entreprises qui viennent s'installer sur le territoire. Mais on n'a pas prévu, on n'a pas une vision de localisation des petites et moyennes entreprises. Ça permet également de pouvoir les soutenir, notamment à ceux qui sont dans la production ou alors dans l'artisanat. Il faut également relever quelque chose, c'est que les PME aussi doivent exister sur le prisme de leur compétitivité et de leur productivité. Aujourd'hui, par exemple, quand on va en Afrique du Nord, la plupart de l'économie de ces pays repose justement sur les PME. Parce que Yambla dit tout à l'heure, le fait que les grosses entreprises industrielles passent des commandes au niveau des PME, notamment la fabrication des faisceaux dans l'aéronautique et autres. En Afrique du Nord, notamment au Maroc et en Tunisie, l'économie repose sur ce type d'activité. Or, chez nous, on a à peine, parce qu'à l'époque, il y avait une entreprise qui voulait se spécialiser dans la fabrication de boulons, je pense à la zone, on appelait les CBC, ouais, qui forcément a disparu. Le promoteur, il est en exil, ça a été absorbé par une grosse mafia de la SNI, de la SNH. L'entreprise a forcément perdu sa vision. Donc il faudrait qu'on reprenne la main et qu'on essaye de changer de paradigme. On encourage la consommation locale, on encadre les PME. On verra ce que ça peut donner comme attractivité dans notre système économique. Albert Anatole, pendant ce temps, il y a un gros problème quand même, c'est que jusqu'à preuve de contraire, quand on parle de consommer africain, consommer camerounais, c'est un gros problème. Comme le déclarait d'ailleurs Éric Pépin Bikaï, on a un souci particulier. Et le problème également, je vous poserai la question, à un moment donné, on a l'impression que les Africains consomment tout ce qui vient de l'extérieur et ne veulent plus manger ce qui est sur leur territoire. Ce qui les a fait grandir d'ailleurs. Non, écoutez, je voudrais revenir d'abord sur les problèmes de politique. Oui. Dans le contexte camerounais que je connais relativement assez bien, vous avez, ce qui est paradoxal, c'est que dans les ministères, vous avez beaucoup de planificateurs, mais paradoxalement, toutes les politiques économiques échouent. Mais vous avez des planificateurs. Ouais, ça, c'est paradoxal. Ouais. Bon, comment, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ouais. Alors, je pense donc que, de mon point de vue, c'est pas les... Là, je rejoins le Dr Yam, c'est pas les fonctionnaires qui doivent conduire une politique économique. Vous avez désormais les écoles professionnelles qui forment des futurs ingénieurs, mais quand ces enfants sortent, ils deviennent quoi? Ils sont recrutés où? Vous avez... Est-ce qu'un ingénieur a pour vocation de rester au quartier? Non. Un ingénieur, c'est une entreprise. Mais pourquoi ces ingénieurs sont au quartier? Vous avez un ingénieur qui est devenu fripier, qui devient, je ne sais pas, vigile. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème de politique. Maintenant, vous parlez de consommer made in Cameroun, bien made in Ghana, made in Côte d'Ivoire. C'est également de la responsabilité de l'État. Je n'ai pas de pouvoir public, bien sûr. C'est-à-dire d'éduquer, de promouvoir le made in Cameroun, le made in Côte d'Ivoire, made in Ghana. En Afrique de l'Ouest notamment, par exemple au Mali, vous avez des artisans, c'est-à-dire les artisans qui
bénéficient des financements de l'État, justement, pour produire des boubous que les populations portent. C'est le cas au Bénin d'ailleurs. Hein. Vous voyez donc que les gens, ils ont une culture justement de l'habillement made local si vous voulez. Parce que justement, la politique gouvernementale impose cela. Le chef de l'État camerounais a des plantations. Qui produisent des ananas, des jus de fruits, des ananas, des fruits, en tout cas des fruits. Certains de ces fruits sont produits, sont transformés sur place. Mais est-ce que c'est vendu sur le marché camerounais? Très peu. La plupart, ça va de l'autre côté. Vous avez même un problème d'accès au bassin de production. Voilà encore notre problème. C'est-à-dire, vous avez par exemple, dans mon village, vous avez des bassins de production, notamment de la canne à sucre, vous avez du manioc, vous avez du macabo. Maintenant, vous faites comment pour prendre ces produits pour les amener vers la ville? Il y a un problème. J'ai vu tout récemment des images dans une télévision concurrente à la vôtre, notamment le bassin de production d'une cam. Vous avez le plancton qui pourrit sur place parce qu'on ne peut pas évacuer ce plancton. Parce qu'il n'y a pas de... À cause du mauvais état de la route, justement, l'absence de voies de communication. Voilà notre problème qu'il faut résoudre. Bon, de ce point de vue, donc, quand vous réunissez donc justement tous ces clichés-là, il y a un gros problème. Messieurs, permettez-moi de lire les messages avant de se dire au revoir. Bonjour le panel, très belle émission. Bien vouloir m'ajouter sur le réseau social Onjos qui est 100% africain. C'est quelqu'un qui nous écrit ce matin et qui n'a pas laissé son nom. Bonjour le panel, docteur Timba. Vos analyses sont pertinentes. L'État camerounais est le principal obstacle des PME. Pour faire de celle-ci le moteur de développement, il faut des institutions fortes. Je mets quiconque au défi. Tant que le Cameroun ne se dotera pas des institutions fortes, bien sûr, gérées par les hommes de qualité, il restera toujours à ce niveau. C'est là le nœud du sous-développement de notre pays. On va toujours consommer camerounais, mais quelle eau consomme le ministre? Quel vêtement met le ministre? Excellente fin de semaine. C'est Makita qui nous écrit depuis Douala ce matin. Bonjour monsieur, vous illuminez la vie des Africains au quotidien. Grand cerveau que vous êtes. Cependant, monsieur, dites-nous, où vont les cerveaux qui peuvent porter le Made in Cameroun à l'international? Où sont ceux qui peuvent jouer les acteurs de consommation nationaux vous savez, pour boycotter les produits étrangers, faut produire, chose que nous ne voulons et ne pouvons. La pauvreté est une décision de l'Afrique. La pauvreté qui nous gangrène est un choix des Africains. Deux questions pour vous. Monsieur, comment éradiquer la pauvreté en Afrique? N'est-il pas possible pour les panafricanistes camerounais de créer un parti politique afin de changer la dérive nationale? Je ne vois pas le concept ou la vision politique des oppositions. Pourquoi sont-ils invisibles sur le plan national? C'est Biagio qui nous écrit depuis Rome, en Italie, ce matin. Bonjour mes frères, le Cameroun est un pays particulier chez nous. On fait le culte de personnalité et non le culte de valeur. Comment peut-on avoir la vision? C'est Honorine qui nous a écrit ce matin. Bonjour Dibier, ce matin, nous avons une économie plus consommatrice que créatrice de richesse ou apporteuse de la valeur ajoutée. Nos PME ont besoin d'une mise en œuvre de politiques publiques performantes et des garanties d'une administration efficace. Leur réussite passe aussi par l'encouragement de la production, de la transformation des produits bruts en produits finis. Il est important de noter que le premier obstacle des PME est le manque de financement lié au mécanisme monétaire extraverti. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles ce matin. Bonjour Dibier, ce matin et aux excellents techniciens sans qui nous manquerons de clarté dans l'information. Je pense qu'il est impératif de fermer nos portes aux produits venant d'ailleurs et en produire le nôtre. La plupart des publicités dans nos télévisions sont d'ailleurs, et même les séries télévisées, c'est la totale. Donc pour ma part, il faudra changer nos mentalité et penser grand pour le bien de tous et de toutes. Bonne journée dans la paix du Christ, c'est Jimmy Steph de PK16, ici même à Douala. Toujours des messages qui tombent. Bonjour monsieur Steve Ngos et à tous vos invités de IBS le matinal, sans oublier vos techniciens qui abattent un très grand travail dans l'ombre. Merci au docteur Timba pour son génie et sa belle analyse et à tout votre panel de qualité. Très bonne journée à tous. C'était Rigobert Gaudin qui nous écrit depuis la France ce matin.
Bonjour DBS Matin, bonjour aux panélistes de ce matin, bonjour l'Afrique. Je voudrais remercier et féliciter la belle analyse de nos frères panafricains. Merci et bonne journée. Son Donfac qui nous écrit depuis Douala ce matin. Bonjour Steve et à tous les autres sur le plateau. À mon avis, le RDPC devrait sanctionner ses conseillers qui ont boycotté le vote car le parti a une discipline à suivre. Yannick Cooper Nieke depuis la cité Sikadola. Bon, c'est ce qu'il a déclaré. Bon, on vous comprend parfaitement. C'est votre droit le plus absolu d'ailleurs d'en parler d'ailleurs ce matin. Allons-y rapidement avec les messages. Bonjour à vous, monsieur Steve, et à vos brillants panélistes. Le problème aujourd'hui, et qui est crucial pour nos pays, c'est le manque de vision de nos dirigeants qui sont à la solde des Occidentaux. Donc, cessons de rêver, trouvons-nous des vrais leaders et lançons le véritable développement de nos pays. Merci beaucoup pour vos nombreuses édifications et bravo encore et que vos ancêtres et que nos ancêtres vous protègent. David de Biyamassi, bonne journée à vous et sous la protection de nos ancêtres. Merci également à vous. Depuis Biyamassi à Yaoundé. Continuons à lire les messages avant de sortir. Nos dirigeants sont des bourreaux de nos PME. Tant que nos fonctionnaires n'ont pas de quotas dans les marchés, tu n'as aucune chance d'avoir de marché. Soit eux-mêmes sont actionnaires. On vous comprend. L'État est répressif fiscalement, alors que certaines entreprises étrangères sont exceptées d'impôts. Voyez comment on traite nos petits vendeurs sous des prétextes fallacieux, on casse sans chercher à les localiser auparavant. L'indépendance passe par l'éducation. Je souhaiterais que nos panélistes, selon leurs compétences, fécondent ensemble pour une éducation basée sur nos réalités. Il y a toujours des messages, monsieur. Je ne sais pas si je vais les lire tous. Les mots que l'on ne dit pas. Bon, les mots que l'on ne dit pas, on saura tout à l'heure. Steve Ngos et son panel, bonjour. Les opposants du copier-coller n'ont pas tort. C'est très simple. La production en Occident n'a pas la même finalité que la nôtre. Les systèmes sont différents. Notre production est destinée à qui vous connaissez. Vous vous souvenez qu'un décret avait été signé dans notre pays et qui disait qu'on ne devrait plus exporter le bois de grume. Steve Ngos, est-ce que c'est ce qui se fait? Bon, là, vous n'avez pas me posé la question. Une usine de production de la tomate concentrée a été fermée dans le Noun. Pourquoi? Vous connaissez déjà la réponse. La cellule CAM a été fermée à EDEA. Est-ce que c'est parce qu'il manque de matières premières? Vous posez toutes les bonnes questions. Des exemples sont légion, c'est Monsieur Otou, à Ifoulane, à Yaoundé. Enfin, mon coup de gueule est une question. Est-ce que Essama est en liberté? Monsieur Otou, à Ifoulane, à Yaoundé. Oui, monsieur Essama en liberté, je l'ai eu ce matin. Bon, ne vous inquiétez pas, il est en liberté. Pas besoin de crier, il est bien sûr en liberté. Bonjour Steve au panel, je suis très ému à écouter Dr Yamtima. Vraiment, je me sens tellement touché par son discours car il a la vérité sur toute la ligne. J'aurais souhaité le rencontrer, mais comment faire? Ben, comment faire? Il est là. Hein? Longue vie à l'émission Yannick Cooper Nieke depuis Douala. Ben, il a son numéro de téléphone. Et puis sur Facebook, vous n'avez qu'à mettre Dr Yamtima. Vous l'aurez. Bonjour monsieur Steve Ngos. N'oubliez pas d'inviter monsieur Elimbi Loubet la semaine prochaine. Claudel de PK12. Elimbi Loubet a aussi son mot à dire. Ne vous inquiétez pas. C'est une amie personnelle d'ailleurs. On était à son chevet. Je vous ai dit ça en Mondovision d'ailleurs. Dans cette édition de DBS Matin. C'est un ami personnel de très longue date d'ailleurs. Hein. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Eric Bimamikaï, c'est ici que va s'achever cette haute édition de DBS Matin. Merci d'avoir été là. Déjà? Oui, c'est ça va vite. Ça va très vite, surtout qu'on parlait des questions économiques. Voilà. De toute façon, on espère que le gouvernement camerounais va rectifier le tir. Il y a également une leader dans l'organisation de la PME camerounaise, c'est qu'au Cameroun, on a à peu près 6 ministères qui s'occupent de l'économie. Et c'est ça qui est la bizarrerie en tout cas dans notre pays. C'est très grave. Dr Yamtima, merci également d'avoir été là ce matin. Ben, merci beaucoup pour cette invitation, pour ce sujet merveilleux. Je suis content qu'il ait rappelé qu'il y a 6 ministères qui s'occupent de l'économie. Si vous avez 6 ministères qui s'occupent de l'économie, vous avez 6 programmes, 6 égaux, parce qu'en fait chez nous c'est ça, 6 budgets et donc 6 groupes de personnes qui veulent attraper le maximum de frais possible. Comment vous y arriverez? Or, vous devez pouvoir organiser l'économie de telle manière simple. Oui. Production agroalimentaire d'abord. Et dès que vous avez fait la production agroalimentaire, vous aurez un problème. Il faut les routes. C'est ce qu'Anatole ici disait pour évacuer. Ensuite, donc, vous avez le stockage. Première étape de l'industrialisation. Et après, vous avez la transformation et les services vont suivre. Quand vous aurez structuré les choses comme ça, vous verrez que on est obligé de mettre tous les PME en réseau. Parce que si vous ne mettez pas les PME en réseau, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et vous devez redéfinir la PME. La PME, ce n'est pas le gars qui est allé s'enregistrer aux impôts pour avoir un registre de commerce. La PME, c'est
entreprendre qu'il y a là-dedans. Donc, tous ceux qui font une activité, c'est la PME. Merci beaucoup, docteur Albert Anatola, ici, merci également d'avoir été là ce matin. Non, c'est terminé. C'est fini. L'économie, c'est 4 secteurs. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Le secteur primaire, secondaire, tertiaire, et puis le dernier secteur, le secteur quaternaire. On peut organiser l'économie sur cette base-là et non en avoir 6 départements ministériels où on a l'impression qu'ils se cognent les têtes au lieu d'aller. Et ils ne font absolument rien. On vous a compris. Albert Anatola, ici, merci également d'avoir été là ce matin. Écoutez, c'est fait un plaisir. Je pense que l'État gagnerait à mettre des mécanismes justement qui permettent l'émergence justement d'un entrepreneuriat local national. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable que les multinationales bénéficient de tous les avantages indus, y compris les avantages fiscaux, alors que l'entrepreneuriat national vit sous la pression et dans l'insécurité juridique, parce qu'on a oublié cet aspect-là. Ah oui, ça, absolument. On a tué, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. On ne parle pas d'entreprise. Vous faites la publicité ou vous payez? Je sais que vous ne voulez pas quitter d'ailleurs ce plateau ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin de cette semaine. C'est la dernière d'ailleurs de la semaine. Au plaisir de vous retrouver dimanche dans le cadre de Feu Vert entre 14h et 16h. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la direction générale. N'oubliez surtout pas, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas essayé. Enfin, de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Bonne journée à toutes et à tous et surtout bon week-end et à dimanche. Au revoir.